La ligne d'horizon de Manhattan scintillait comme des diamants éparpillés contre la nuit de velours de décembre. 40 étages au-dessus de la ville qui ne dort jamais. Dominique Castellano était assis en bout d'une table en acajou, valant plus que les maisons de la plupart des gens, ses yeux gris et froids, scrutant les visages de ses 3 sous-chefs. La cargaison de Colombie arrive jeudi, rapporta Vincent Moretti, en faisant glisser un dossier sur la surface polie. Tout est en place. Dominique hocha la tête une fois, la mâchoire serrée. À 37 ans, il avait bâti un empire s'étendant de Boston à Washington, D.C. Le nom Castellano était murmuré avec crainte sur toute la côte Est. Des hommes ayant 2 fois son âge baissèrent la tête lorsqu'il entrait dans une pièce. Il avait tout ce que l'argent pouvait acheter et un pouvoir que la plupart des gens ne pouvaient imaginer. Pourtant, quelque chose de creux résonnait dans sa poitrine ce soir. Son téléphone vibra. Un message de Madame Hayes, sa régisseuse de domaine. « Monsieur, la femme de ménage, Isabella Martinez, ne s'est pas présentée à nouveau. 3e fois cette semaine. L'ailette n'est toujours pas nettoyée. Dois-je mettre fin à son contrat ?» Les yeux de Dominique se plissèrent. Il méprisait l'incompétence. Dans son monde, la faiblesse était synonyme de mort, et la paresse était une faiblesse. Il avait donné un travail à cette femme quand personne d'autre n'aurait embauché une immigrée au mauvais anglais. C'était ainsi qu'elle le remerciait. « Excusez-moi », dit-il sèchement en se levant de sa chaise. Il se dirigea vers les baies vitrées et composa son numéro. Le téléphone sonna 1 fois, 2 fois, 3 fois. Enfin, quelqu'un répondit, mais ce n'était pas une voix de femme. « Allô ?» Un minuscule murmure, tremblant, à peine audible. Dominique fronça les sourcils. « Qui est-ce ? Où est Isabella Martinez ?» Un silence, puis un petit sanglot. « S'il vous plaît, je suis Sophia. La Sophia de maman. » Quelque chose dans la voix de l'enfant fit crisper la main de Dominique sur le téléphone. « Où est ta mère, enfant ? » « Maman. » Maman ne veut pas se réveiller. Les mots sortirent entre des respirations saccadées. Elle est par terre. Elle a très chaud et elle ne respire pas bien. J'ai essayé de la réveiller. Je l'ai secouée et secouée, mais elle ne veut pas ouvrir les yeux. Et j'ai tellement peur, et il fait si froid. Et l'enfant fondit en larmes. Dominique sentit quelque chose se briser dans sa poitrine, une sensation qu'il n'avait pas éprouvée depuis 20 ans. Son cœur sursauta violemment. « Sophia. » Sa voix sortit plus brusque qu'il ne l'aurait voulu. « Sophia, écoute-moi. Quel âge as-tu ? » 6 ans. 6 ans. Seule. Sa mère inconsciente. En cette glaciale nuit de décembre, y a-t-il quelqu'un d'autre avec toi ? Un adulte ? Non. Juste moi, et maman, et Monsieur Buttons. Qui est Monsieur Buttons ? Mon ours en peluche. Dominique ferma les yeux. Derrière lui, ses sous-chefs échangeaient des regards confus. Ils n'avaient jamais vu leur patron ainsi, figé, le téléphone collé à l'oreille, le visage livide. « Sophia, j'ai besoin que tu sois très courageuse. Peux-tu faire ça pour moi ? Je pense que oui. Bonne fille. Maintenant, donne-moi ton adresse. Où habites-tu ? Je ne. Maman dit que je ne dois pas le dire aux inconnus. Sophia. La voix de Dominique s'adoucit d'une manière qui le surprit lui-même. Je ne suis pas un inconnu. Je suis le patron de ta mère. Et je vais l'aider. Mais j'ai besoin de savoir où tu es. Une pause, puis d'une voix si petite qu'elle faillit le briser. 247 avenue Willis, appartement 4B, dans le Bronx. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, venez vite. Je crois que maman est en train de mourir. La ligne grésillait de ses sanglots désespérés. Dominique était déjà en mouvement, attrapant son manteau, les clés de sa voiture, aboyant des ordres. Vincent, prends le relais, annule tout. Patron, quoi maintenant ? Il sprinta vers l'ascenseur, son téléphone toujours pressé contre son oreille,
écoutant une petite fille de 6 ans pleurer sa mère. « Sophia, reste en ligne. J'arrive. Tu m'entends ? J'arrive. » Mais tout ce qu'il entendait était le son du cœur d'un enfant se brisant dans l'obscurité. La Bentley de Dominique déchirait les rues gelées de Manhattan, son moteur rugissant comme une bête blessée. Le système de navigation annonçait 15 minutes jusqu'au sud du Bronx, mais il y fut en 8, brûlant les feux rouges et ignorant toutes les règles de circulation jamais écrites. Le paysage urbain changeait à chaque kilomètre. Les tours étincelantes de Midtown cédèrent la place à des bâtiments en briques délabrées. Les boutiques de créateurs se transformaient en devantures condamnées, couvertes de graffitis. Les lumières de Noël qui brillaient sur la 5e avenue étaient remplacées par des réverbères vacillants et des vitres brisées. Dominique avait bâti son empire dans l'ombre de New York, mais même lui ne s'était jamais aventuré aussi profondément dans les coins oubliés de la ville. L'avenue Willis apparut comme une cicatrice sur le paysage urbain. Les ordures jonchèrent les trottoirs. Un groupe d'hommes se pressait autour d'un baril en feu pour se réchauffer, leurs yeux suivant la Bentley avec un mélange de suspicion et de faim. La jauge de température sur son tableau de bord indiquait 23 degrés Fahrenheit, moins 5 degrés Celsius. Un froid à mourir. Il trouva l'immeuble, un immeuble de 5 étages, qui semblait devoir être condamné depuis des décennies. La porte d'entrée pendait de ses gonds. La cage d'escalier sentait l'urine et la moisissure. Pas d'ascenseur, pas de lumière, juste l'obscurité et le son lointain d'un bébé pleurant quelque part au-dessus. 4e étage, appartement 4B, la porte n'était pas verrouillée. Elle s'ouvrit avec un grincement qui résonna dans le couloir vide. Ce que Dominique vit à l'intérieur arrêta son cœur. L'appartement était à peine plus grand que sa salle de bain. Pas de chauffage. Il pouvait voir sa propre respiration cristallisée dans l'air. Le papier peint se décollait des murs comme de la peau morte. Une seule ampoule nue projetait des ombres dures à travers la pièce. Et là, au centre du sol, gisait Isabella Martinez. Son corps était recroquevillé en position fœtale. Ses cheveux noirs étaient emmêlés de sueur malgré la température glaciale. Ses lèvres avaient pris une teinte bleue terrifiante. Chaque respiration râlait dans sa poitrine, comme des pierres dans une boîte de conserve. Mais c'était la minuscule silhouette à ses côtés qui brisa quelque chose en Dominique. Sophia était à genoux à côté de sa mère, ne portant rien d'autre qu'une mince robe en coton qui avait pu être blanche autrefois, mais qui avait viré au gris. Son petit corps tremblait violemment, ses pieds nus rouges et vifs contre le sol glacé. Dans ses bras, elle serrait un ours en peluche déguenillé, auquel il manquait un œil. « Monsieur Buttons », réalisa Dominique. « Vous êtes venu », murmura-t-elle, levant vers lui d'énormes yeux bruns remplis de larmes. « Vous êtes vraiment venu. » Dominique traversa la pièce en 3 enjambées, se débarrassant de son manteau en cachemire. Il l'enveloppa autour des épaules frissonnantes de Sophia avant de s'agenouiller près d'Isabella, sa main pressée contre son front, et il recula brusquement. Sa peau brûlait comme le feu. 104 degrés Fahrenheit au moins, peut-être plus. « Depuis combien de temps est-elle comme ça ?» demanda-t-il. « Depuis hier matin. Elle est rentrée du travail et elle est tombée. » Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle allait bien, qu'elle était juste fatiguée. Puis, elle s'est arrêtée de parler. Les yeux de Dominique balayèrent l'appartement. La porte du réfrigérateur était ouverte, révélant des étagères vides. Une pile de factures impayées trônait sur une table bancale. Électricité, gaz, loyer, tous marqués en rouge. Dernier avis. Avis de coupure. Expulsion imminente. Sur le comptoir, une seule boîte de soupe. Non ouverte. Sophia. Sa voix se brisa. « Quand as-tu mangé pour la dernière fois ?» La petite fille baissa les yeux vers ses pieds nus. « Sophia, réponds-moi. J'ai mangé quelques craquelins avant que maman soit malade. C'était quand ? Il y a 2 jours. Mais c'est pas grave.
Je n'ai plus faim. 2 jours. Un enfant de 6 ans n'avait pas mangé depuis 2 jours. En décembre, dans un appartement sans chauffage pendant que lui était assis dans son penthouse à discuter de cargaison de cocaïne, Dominique sortit son téléphone, composant le numéro de Vincent. « Patron, qu'est-ce qui se passe? Où êtes-vous » ? « Écoute attentivement, » dit Dominique, sa voix aussi froide que l'air ambiant. « J'ai besoin de l'hélicoptère médical à l'avenue Willis, sud du Bronx. Maintenant. Pas dans 1 heure, pas dans 30 minutes. Maintenant. L'hélicoptère. Patron. C'est pour les urgences. C'est une urgence. » Dominique regarda les lèvres bleues d'Isabella, les joues creuses de Sophia. « Et Vincent? Appelle le docteur Cross. Dis-lui de nous rejoindre à l'aile VIP de Manhattan Presbyterian. Équipe de traumatologie complète en attente. » Il raccrocha avant que Vincent puisse poser des questions. Doucement, prudemment, il souleva le corps inerte d'Isabella du sol gelé. Elle ne pesait presque rien, comme tenir un oiseau aux ailes brisées. Sophia restait là à regarder, toujours enveloppée dans son manteau qui engloutissait sa minuscule silhouette. « Est-ce que maman va mourir ?» demanda-t-elle. Dominique regarda dans ses yeux bruns, si pleins de peur et d'espoir désespéré. « Non, dit-il, pas ce soir. Jamais. Je ne le permettrai pas. » Et pour la première fois en 20 ans, Dominique Castellano fit une promesse qu'il avait réellement l'intention de tenir. L'hélicoptère descendit sur l'avenue Willis comme un ange mécanique, ses rotors tranchant l'air glacé de décembre. Les réverbères vacillaient et les ordures tourbillonnaient en cercles violents, alors que l'appareil touchait l'asphalte fissuré. 10 minutes. Vincent avait réussi à le faire en 10 minutes. C'était le pouvoir du nom Castellano. Dominique sortit de l'immeuble, avec Isabella blottie contre sa poitrine. Derrière lui, Sophia suivait pieds nus, toujours noyée dans son manteau de cachemire, serrant Monsieur Buttons comme une bouée de sauvetage. « Monsieur !» Le paramédic sauta au dehors, brancard prêt. « Nous devons. Elle brûle. 104, peut-être plus. Inconsciente depuis plus de 24 heures. » Dominique déposa Isabella sur le brancard avec une douceur surprenante. « Bougez maintenant. » L'équipe médicale s'affaira autour d'elle, fixant des moniteurs, insérant des lignes IV, se criant les constantes vitales dans une terminologie médicale rapide. Dominique regarda un moment, puis se tourna pour trouver Sophia. La petite fille restait figée au bord du chaos, les yeux fixés sur le visage pâle de sa mère. Les pales de l'hélicoptère fouettaient de ses cheveux emmêlés contre ses joues, mais elle ne sciait pas. Elle ne bougeait pas. Elle ressemblait à une statue sculptée dans le chagrin. Dominique s'approcha et s'agenouilla devant elle, lui cachant la vue du brancard. « Sophia, nous devons partir avec ta mère. Peux-tu marcher ?» Elle secoua la tête lentement, ses jambes tremblant. 2 jours sans nourriture, 1 nuit par des températures glaciales. Son petit corps n'avait plus rien à donner. Sans hésitation, Dominique la prit dans ses bras. Sophia ne pesait presque rien. Un paquet d'os et de peur, enveloppé dans son manteau coûteux. Ses petits doigts agrippaient le revers de sa veste de costume, serrant si fort que ses articulations blanchissaient. « S'il vous plaît, » murmura-t-elle contre sa poitrine. « S'il vous plaît, ne pars pas, maman. S'il vous plaît, ne la laisse pas s'en aller. »« Je ne le ferai pas, » dit Dominique, montant dans l'hélicoptère. « Je te le promets. » L'appareil décolla, laissant le sud du Bronx derrière comme un mauvais rêve. Sophia pressa son visage contre l'épaule de Dominique, son corps secoué de sanglots silencieux. « Maman travaille tellement dur, » murmura-t-elle, la voix étouffée. Elle se réveille avant le soleil. Elle nettoie la grande maison, votre maison, puis elle va au restaurant, puis elle nettoie des bureaux la nuit. Elle dit qu'elle doit faire 3 boulots pour qu'on puisse rester ensemble. La mâchoire de Dominique se crispa. Elle ne dîne jamais. Elle me donne tout. Elle dit qu'elle n'a pas faim, mais je sais qu'elle ment. Je peux entendre son ventre gargouiller quand elle pense que je dors. 18 heures par jour, 3 emplois, pas de nourriture,
pas de repos. Tout ça pour cet enfant. Et il l'avait traitée de paresseuse. L'hélicoptère se posa sur le toit de l'hôpital 12 minutes plus tard. Le docteur Nathan Cross attendait à l'entrée, ses cheveux argentés fouettés par le souffle des rotors, le visage grave. « Dominique, qu'est-ce qui s'est passé ? Forte fièvre. Inconsciente depuis hier. Possible pneumonie. J'ai besoin de ta meilleure équipe. Suite VIP, tout. » Le docteur Cross hocha la tête, faisant signe à son personnel. Ils emmenèrent Isabella à travers les portes, dans un tourbillon de blouses blanches et de voix urgentes. Dominique suivit, portant toujours Sophia. La petite fille avait cessé de pleurer, mais son emprise sur sa veste ne s'était pas relâchée. L'heure suivante se brouilla dans un halo de lumière fluorescente et d'odeurs d'antiseptiques. Dominique était assis dans la salle d'attente privée. Sophia recroquevillait sur ses genoux pendant que le docteur Cross examinait Isabella derrière des portes closes. Enfin, le médecin apparut. « Grave pneumonie bactérienne », annonça-t-il, compliquée par un épuisement extrême et une malnutrition avancée. Son corps s'est pratiquement arrêté, essayant de combattre l'infection sans aucune ressource. Quelques heures de plus et il secoua la tête. « Tu lui as sauvé la vie, Dominique. Est-ce qu'elle s'en remettra avec un traitement approprié ? » « Oui, mais cela prendra du temps. Des semaines, peut-être. » Un bruit provenant de derrière la porte attira leur attention. La voix d'Isabella, faible et délirante, filtrant par l'entrebâillement. « Sophia, où est Sophia ? S'il vous plaît, ne la prenez pas. S'il vous plaît, elle est tout ce que j'ai. Ne prenez pas mon bébé. » Dominique sentit Sophia se raidir dans ses bras. « Maman, » souffla-t-elle. « Elle rêve, » dit doucement le docteur Cross. « La fièvre provoque de la confusion. Elle pense probablement. Elle pense que quelqu'un m'emmène, » murmura Sophia. « Comme les méchants messieurs ont dit qu'ils le feraient. » Dominique baissa les yeux vers elle. « Quels méchants messieurs !» Mais Sophia ne répondit pas. Ses yeux s'étaient finalement fermés, l'épuisement l'emportant enfin. Sa tête retomba contre sa poitrine, sa respiration se régularisant au rythme du sommeil. Dominique resta immobile, fixant cet enfant qui s'était endormi dans ses bras, avec une confiance totale. Ses doigts serraient toujours M. Buttons. Ses lèvres étaient légèrement entr'ouvertes. Une mèche de cheveux tombait sur son front. Et quelque part au fond de sa poitrine, dans un endroit qu'il avait verrouillé 2 décennies plus tôt, quelque chose s'agita, quelque chose de chaud, quelque chose de terrifiant. Pour la première fois en 20 ans, Dominique Castellano sentit son cœur commencer à s'amollir. L'horloge de l'hôpital indiquait 3h17 du matin, quand les yeux de Sophia s'ouvrirent brusquement. « Maman !» Elle se redressa d'un bond sur le canapé en cuir, son petit corps rigide de terreur. La suite fin IP était sombre, à l'exception de la douce lueur des équipements médicaux derrière la paroi de verre, où Isabella dormait. « Sophia, tout va bien. » La voix grave la fit se retourner. Dominique était assis dans un fauteuil à côté d'elle. Cravate desserrée. Veste de costume drapée sur elle comme une couverture. Il n'avait pas bougé de cet endroit en 6 heures. « Où est maman ?» Sa voix craqua. « Juste là. Regarde, elle dort. Les médicaments l'aident à aller mieux. » Sophia fixa le verre, regardant la poitrine de sa mère monter et descendre. Puis, elle remonta ses genoux, les entourant de ses bras. « Vous êtes resté, » murmura-t-elle. « Bien sûr. »« Pourquoi ?» Dominique fit une pause. Pourquoi était-il resté ? Il aurait pu la laisser avec les infirmières, retourner à son penthus, à son empire. Au lieu de cela, il était resté assis ici pendant des heures, à regarder cet enfant dormir. « Parce que tu avais besoin que quelqu'un reste, » dit-il finalement. Sophia se tut. Puis lentement, elle tendit son bras gauche vers lui. Dans la pénombre, il vit une cicatrice traversant sa paume, plissée, rose, une marque de brûlure. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» J'ai essayé de faire des nouilles.
Maman était à son travail de nuit, et j'avais faim. L'eau a débordé. Elle traça la cicatrice. Maman a pleuré quand elle est rentrée. Mais ce n'était pas sa faute. Elle doit travailler pour que les méchants messieurs ne m'emmènent pas. Quels méchants messieurs! Ils viennent à notre porte. Ils crient pour de l'argent. Ils disent qu'ils appelleront les gens qui prennent les enfants à leur maman. Des usuriers, utilisant un enfant comme moyen de pression. Même Dominique avait des lignes qu'il ne franchirait pas. « Personne ne va t'enlever à ta mère », dit-il fermement. « Je le promets. » Sophia étudia son visage pendant un long moment. « Monsieur Dominique, est-ce que vous êtes un méchant homme ?» La question le frappa comme une balle. Maman disait que son patron était effrayant, puissant et dangereux. Sophia pencha la tête. « Mais vous ne me semblez pas effrayant. Était-il un méchant homme ?» La réponse aurait dû être facile, mais en regardant dans ses yeux innocents, il ne put la prononcer. « Je ne sais pas, admit-il. Peut-être que je le suis. » Sophia réfléchit à cela, puis elle lui tendit. « Monsieur Buttons, son ours en peluche déguenillé a un œil. Tiens, il me protège quand j'ai peur. Il chasse les cauchemars. » Elle poussa l'ours dans ses mains. « Je crois que vous en avez besoin ce soir. Vos yeux ont l'air tristes. » Dominique fixa l'ours délabré, son unique possession, son seul réconfort, et elle le lui donnait. À un étranger, un monstre, parce qu'elle pensait qu'il avait l'air triste. Quelque chose de brûlant piqua ses yeux. Il n'avait pas pleuré depuis ses 17 ans, debout sur la tombe de son père. « Merci, Sophia, » parvint-il à dire, la voix rauque. « Je vais le garder précieusement. » Elle sourit, son premier vrai sourire, et s'appuya contre son bras. « Je sais que vous le ferez parce que vous n'êtes pas vraiment un méchant homme. Les méchants hommes n'ont pas les yeux tristes. » Elle s'endormit contre son flanc, lui faisant totalement confiance. Dominique resta assis dans l'obscurité, tenant un ours en peluche cassé, veillant sur une famille brisée. Et pour la première fois en 20 ans, il sentit la glace autour de son cœur commencer à se fissurer. La lumière du matin filtrait à travers les stores de l'hôpital quand les yeux d'Isabella s'entr'ouvrirent. Pendant un moment, elle resta immobile, désorientée par le plafond blanc, le bip régulier des machines, la douceur inhabituelle sous son corps. Puis la mémoire revint en force, la fièvre, le sol, le visage terrifié de Sophia, et elle se redressa d'un bond. Une douleur explosa dans sa poitrine. Elle haleta, se pliant en deux. Doucement. Ne bougez pas trop vite. Cette voix. Elle connaissait cette voix. Isabella tourna la tête et sentit son sang se glacer. Dominique Castellano était assis dans un fauteuil près de la fenêtre. Sa chemise froissée, sa mâchoire ombragée par une barbe naissante. Il avait l'air de n'avoir pas dormi de la nuit. « Monsieur Castellano », sa voix n'était qu'un râle. « Je ne comprends pas. Pourquoi êtes-vous votre fille m'a appelé? Où était Sophia ?» Les yeux d'Isabella parcoururent frénétiquement la pièce, jusqu'à ce qu'elle l'aperçoive enroulée sur un canapé en cuir, enveloppée dans un manteau coûteux, dormant paisiblement son pouce dans la bouche. En sécurité. Elle était en sécurité. Des larmes coulèrent sur les joues d'Isabella avant qu'elle ne puisse les arrêter. « Monsieur Castellano, je suis tellement désolé. » Les mots sortirent en un flot désespéré. « Je sais que j'ai manqué le travail. Je sais que j'aurais dû appeler. S'il vous plaît, ne me renvoyez pas. Je ferai des doubles gardes. Je rattraperai chaque heure. Je juste Sophia. Je ne pouvais pas la laisser seule et je n'avais pas les moyens de voir un médecin et Isabella. Arrêtez. » Elle se tut, tremblante. Dominique se pencha en avant, ses yeux gris illisibles. « Parlez-moi de Carlos Reyes. » Le nom la frappa comme un coup physique. Son visage se vida de ses couleurs. « Comment connaissez-vous ce nom ? » Sophia a mentionné des méchants hommes qui vous menacent pour de l'argent. J'ai besoin de tout savoir. Isabella baissa les yeux vers ses mains. Elle tremblait. « Carlos était mon mari, »
murmura-t-elle. Le père de Sofia. Nous sommes venus en Amérique ensemble il y a 7 ans, plein de rêves. Il était charmant, doux. Je pensais qu'il m'aimait. Elle fit une pause, déglutissant difficilement. Puis il a découvert les jeux d'argent, le poker, les chevaux, les sports, tout ce sur quoi il pouvait parier. Au début, c'était de petites sommes, puis de plus grosses. Il a commencé à emprunter à des gens dangereux. Au moment où je l'ai découvert, il devait 50 000 $. L'expression de Dominique ne changea pas, mais sa mâchoire se crispa. Il y a 4 ans, il a disparu. Parti au milieu de la nuit. Pas un mot, pas d'adieu, rien. Juste sa dette. La voix d'Isabella craqua. Les usuriers sont venus me voir. Ils ont dit que j'héritais de ce qu'ils devaient. Ils ont menacé de faire du mal à Sofia si je ne payais pas. Ils ont dit qu'ils me dénonceraient aux services sociaux, diraient que j'étais inapte, qu'on me l'enlèverait. Elle essuya ses yeux avec le revers de sa main. Alors, je fais 3 boulots. Votre maison le jour, un restaurant le soir, le nettoyage de bureau la nuit. Je dors peut-être 3-4 heures quand j'ai de la chance, mais ce n'est pas assez. Ce n'est jamais assez. Les intérêts continuent de grimper, et ils reviennent sans cesse, et sa voix se brisa complètement. Les jours où vous avez manqué le travail, dit lentement Dominique. Vous n'étiez pas paresseuse. Je m'évanouissais. Mon corps s'arrête tout simplement. Parfois, je me réveille sur le sol des heures plus tard, et Sofia est assise à côté de moi, effrayée, ne sachant pas quoi faire. Isabella regarda la silhouette endormie de sa fille. Elle n'a que 6 ans. Elle ne devrait pas avoir à s'occuper de sa mère. Elle ne devrait pas avoir à avoir peur des hommes qui frappent à notre porte. Elle ne devrait pas avoir faim, parce que je ne peux pas. Combien devez-vous encore? 32 000. Peut-être plus avec les intérêts. Dominique resta silencieux un long moment. Avant qu'il ne puisse répondre, une petite voix les interrompit. « Maman. » Sofia s'était réveillée. Elle sauta du canapé, trébuchant presque sur le manteau trop grand, et courut au chevet d'Isabella. « Maman, tu es réveillée. » Elle grimpa sur le lit, entourant le cou de sa mère de ses bras menus. J'ai eu tellement peur. Tu ne te réveillais pas, et je ne savais pas quoi faire. Et puis j'ai appelé le téléphone, et Monsieur Dominique est venu, et il nous a sauvés. Maman, il t'a porté jusque dans un hélicoptère. Isabella regarda Dominique par-dessus l'épaule de sa fille, les yeux remplis de confusion, de gratitude et de peur. Vous nous avez sauvés, murmura-t-elle. C'est Sofia qui t'a sauvé, dit doucement Dominique. Elle a été très courageuse. Sofia rayonna, toujours accrochée à sa mère. Monsieur Dominique était resté toute la nuit. Il a tenu Monsieur Buttons pour moi, et il a promis que le méchant homme ne m'emmènerait pas. Les yeux d'Isabella s'agrandirent. Elle fixa Dominique, cherchant un piège, une condition, un prix. Elle n'en trouva aucun. Dominique se leva, ajustant sa chemise froissée. « Quand les médecins vous laisseront sortir, vous ne retournerez pas dans cet appartement, dit-il. Vous venez toutes les deux dans mon domaine. Vous y resterez jusqu'à ce que vous soyez complètement rétablis. Monsieur Castellano, je ne peux absolument pas. Ce n'est pas une demande, Isabella. » Elle ouvrit la bouche pour protester, mais Sofia parla la première. « On va vivre dans un château, maman. » Ses yeux étaient énormes, comme une princesse. Dominique regarda la petite fille, ses cheveux emmêlés, ses joues se creusent, son espoir innocent, et sentit quelque chose changer de façon permanente dans sa poitrine. « Oui, dit-il, exactement comme une princesse. » La limousine noire glissa à travers les grilles de fer du domaine Castellano, et Sofia pressa son visage contre la vitre si fort que son nez s'écrasa contre le verre. « Maman, souffla-t-elle. « Maman, regarde. » Isabella regarda et oublia de respirer. Le manoir s'élevait des terrains impeccables comme s'il sortait d'un conte de fées. 3 étages de pierre blanche et de fenêtres étincelantes s'étendaient à travers le paysage hivernal. Une allée circulaire entourait une fontaine de marbre, endormie en ce mois de décembre.
mais toujours magnifique. Au-delà de la maison principale, elle pouvait voir des jardins, une serre, ce qui ressemblait à un pavillon de piscine, et des hectares infinis de pelouse poudrée de neige, 30 pièces. Elle avait nettoyé cet endroit pendant 8 mois et ne l'avait jamais vraiment vu. Elle était toujours entrée par l'entrée de service, tête baissée, invisible. Maintenant, elle arrivait par la porte principale. « C'est un château, maman ?» chuchota Sophia. « Est-ce qu'on va vraiment habiter ici ?» Avant qu'Isabella puisse répondre, la limousine s'arrêta. Un chauffeur en uniforme ouvrit leur porte et Sophia bondit dehors, tournant sur elle-même, essayant de tout voir à la fois. La porte d'entrée s'ouvrit. Madame Eleanor Hayes descendit les marches de pierre, ses cheveux argentés tirés en un chignon sévère, sa posture rigide de désapprobation. « Monsieur Castellano », dit-elle sèchement alors que Dominique sortait de la voiture. « Les chambres sont prêtes comme vous l'avez demandé, bien que je doive dire que c'est tout à fait. » Elle s'interrompit au milieu de sa phrase. Sophia s'était approchée d'un petit ange de pierre près de l'entrée, tendant la main pour toucher ses ailes avec des doigts respectueux. « Maman, regarde. » Un vrai ange, comme ceux sur les fenêtres de l'église. Quelque chose passa sur le visage sévère de Madame Hayes. Ses yeux passèrent de la robe élimée de Sophia à ses chaussures usées, puis à l'ours en peluche déguenillé, serré sous son bras. « Voici Sophia, » dit Dominique, « et sa mère, Isabella. Elles vont rester avec nous. » Madame Hayes étudia la petite fille pendant un long moment. Puis, lentement, elle s'accroupit au niveau de Sophia. « Est-ce que tu aimes les anges, enfant ?» Sophia hocha la tête timidement. Maman dit, « Les anges veillent sur nous quand on a peur. » L'expression de la femme plus âgée s'adoucit presque imperceptiblement. « Eh bien, alors laisse-moi te montrer ta chambre. Je crois qu'il y a peut-être quelques autres anges qui t'attendent à l'intérieur. » Elle tendit la main. Sophia regarda sa mère, qui hocha la tête, puis plaça ses petits doigts dans la paume de Madame Hayes. La chambre qu'ils donnèrent à Sophia était plus grande que tout l'appartement du Bronx. Un lit à baldaquin avec des rideaux roses dominait un mur. Un siège de fenêtre donnait sur les jardins couverts de neige. Des étagères remplies de livres et de jouets s'élevaient vers le plafond. Une maison de poupées se trouvait dans un coin, complète avec des meubles minuscules et des poupées miniatures. Sophia se tint sur le seuil, figée. « C'est pour moi », sa voix trembla. « Tout à toi », dit Madame Hayes. Sophia entra lentement, comme si elle avait peur que le rêve ne se brise. Elle toucha le lit, les rideaux, le tapis doux sous ses pieds. Elle ramassa une poupée de porcelaine et la tint comme si elle était faite de verre. Puis elle commença à pleurer. Isabella se précipita. « Bébé, qu'est-ce qui ne va pas ?»« Quoi ? Rien ne va pas, maman. » Sophia serra la poupée contre sa poitrine, les larmes coulant sur son visage. « Je n'ai juste jamais eu de chambre avant. Je n'ai jamais eu de jouet qui n'était mon pas cassé. Je n'ai jamais. » Elle ne put finir. Elle restait simplement là, à sangloter d'un bonheur qu'elle ne savait comment contenir. Isabella s'agenouilla et entoura sa fille de ses bras, des larmes tombant de ses propres yeux. « Merci, » murmura-t-elle, en regardant Madame Hayes. « Merci. » La femme plus âgée s'éclaircit la gorge, clignant des yeux rapidement. « Oui, bon, le dîner est à 19h. Ne soyez pas en retard. » Elle se retira rapidement, mais pas avant qu'Isabella ne l'ait vue essuyer ses yeux. Depuis le couloir, Dominique regardait la scène se dérouler. Il voyait Sophia bercer chaque jouet comme un trésor. Il voyait Isabella assise sur le lit, dépassée, pas à sa place, mais rayonnante de gratitude. Il voyait 2 personnes brisées commencer à guérir dans un espace qu'il avait toujours considéré comme froid et vide. Cette maison avait été sa forteresse pendant 15 ans, un monument au pouvoir, une cage de marbre et de silence. Maintenant, en regardant une petite fille de 6 ans pleurer de joie
pour une simple chambre. C'était différent. C'était comme quelque chose que ce n'avait jamais été auparavant. C'était comme chez soi. Dominique se détourna, la poitrine serrée par une émotion qu'il ne pouvait nommer. Il avait changé. Il pouvait le sentir. Et pour la première fois de sa vie, il n'était pas sûr si cela le terrifiait ou s'il le sauvait. 3 jours passèrent comme un rêve paisible. Isabella passa la majeure partie de son temps à se reposer sous les ordres stricts du docteur Cross. La pneumonie avait affaibli son corps plus qu'elle ne le réalisait, et le simple fait de monter les escaliers la laissait essoufflée. Alors elle dormait, prenait de vrais repas pour la première fois depuis des années, et sentait lentement la force revenir dans ses os. Sophia, quant à elle, découvrit la liberté. Sa mère étant en sécurité et en convalescence, la petite fille explorait le manoir comme un chaton curieux. Elle errait dans les couloirs, jetait des coups d'œil dans les pièces et se lia d'amitié avec chaque membre du personnel en 48 heures. Le cuisinier lui glissait des biscuits. Le jardinier lui montrait la serre. Même Madame Hayes, sévère comme la pierre, fut surprise en train d'apprendre à Sophia comment plier des serviettes en forme de cygne. Mais l'endroit préféré de Sophia était le bureau de Dominique. Le 3e matin, Dominique était assis à son bureau en acajou, révisant des rapports d'expédition, quand il entendit un léger coup à la porte. Avant qu'il ne puisse répondre, la porte grinça et un petit visage apparut. « Qu'est-ce que vous faites » demanda Sophia. « Je travaille. Je peux regarder ?» Dominique aurait dû dire non. Il avait des appels à passer, des décisions qui pouvaient déplacer des millions de dollars, des problèmes qui exigeaient une concentration totale. Au lieu de cela, il s'entendit dire « Entre ». Sophia trottina sur le tapis perçant et grimpa sur le fauteuil en cuir à côté de son bureau. Elle resta assise tranquillement pendant environ 3 minutes. « C'est quoi ça ?» Elle pointa un document. « Des papiers de travail ? Quel genre de travail ? Un travail compliqué. Pourquoi votre visage est si sérieux ? Parce que ce sont des affaires sérieuses. » Sophia réfléchit à cela, puis elle attrapa un marqueur rouge sur son bureau. Ces papiers sont ennuyeux. Ils ont besoin de fleurs. Avant que Dominique puisse réagir, elle avait dessiné une grande tulipe rouge à travers un manifeste d'expédition d'une valeur de 2 millions de dollars. Sophia et un papillon. Elle ajouta des ailes à côté de la tulipe. Voilà. C'est beaucoup mieux. Vincent Moretti choisit exactement ce moment pour entrer sans frapper. « Patron, nous devons discuter de... » Il se figea. Dominique Castellano, l'homme le plus craint de la côte Est, était assis immobile pendant qu'une petite fille de 6 ans décorait ses documents avec des fleurs au crayon. Le manifeste d'expédition, information critique sur leur connexion colombienne, arborait désormais un soleil souriant dans un coin. Et Dominique ne criait pas. Il ne fronçait même pas les sourcils. « Vincent, » dit Dominique calmement, « on en discutera plus tard. » La bouche de Vincent s'ouvrit et se ferma comme celle d'un poisson. En 15 ans de service, il avait vu Dominique tuer des hommes pour des offenses moindres. Maintenant, il regardait son patron tendre à Sophia un marqueur bleu. « Le ciel a besoin de nuages, » dit Dominique. Sophia rayonna. « Vous avez raison. » Vincent recula lentement de la pièce, convaincu d'être entré dans une dimension parallèle. Au cours des heures suivantes, Sophia posa une série infinie de questions. « Pourquoi travaillez-vous autant ? » « Parce que j'ai des responsabilités. » « C'est quoi des responsabilités ? » « Des choses que je dois faire. »« Qui dit que vous devez les faire ?» Dominique fit une pause. Personne ne lui avait jamais demandé cela. « Pourquoi vous ne souriez pas plus ?» continua Sophia. Je souris. « Non, vous ne souriez pas. Votre bouche est toujours comme ça. » Elle pressa ses lèvres en une ligne plate. « Ça, c'est pas sourire. » Peut-être que je n'ai pas de raison de sourire. Sophia pencha la tête. « Vous avez une grande maison et des biscuits, et Madame Hayes fait de la très bonne soupe. Ça fait beaucoup de raisons.
Cet après-midi-là, Dominique se retrouva assis par terre à côté de Sophia. Un livre pour enfants ouvert entre eux. « Cette lettre est un A », dit-il en montrant. « Et ça, c'est un B. AB. » Sophia traça les formes avec son doigt. « Qu'est-ce qui vient après ?»« C. Comme dans chat. Je veux un chat. Peut-être un jour. » « Promis ?» Dominique regarda son visage plein d'espoir et sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. « On verra, » dit-il doucement. Sophia s'appuya contre son épaule, épelant les lettres lentement, sa petite voix remplissant le silence de sa vie vide. « Monsieur Dominique, c'est trop long, » annonça-t-elle soudain. « Je peux vous appeler oncle Dom ?»« Oncle ?» Personne ne l'avait jamais appelé ainsi. Personne n'avait osé lui donner un surnom depuis qu'il était lui-même enfant. « Oncle Dom », répéta-t-il. « Ça vous va ?» Il aurait dû dire non. Il aurait dû maintenir la distance, le professionnalisme, les murs qu'il avait bâtis pendant des décennies. « Oui », dit-il au lieu de cela. « Ça me va. » Sophia sourit si brillamment qu'il faillit ne plus pouvoir la regarder. Aucun d'eux ne remarqua Isabella debout sur le seuil de la porte. Elle était descendue pour chercher sa fille, inquiète de déranger le travail de Dominique. Au lieu de cela, elle le trouva assis par terre, apprenant l'alphabet à Sophia. Son visage sévère s'était adouci en quelque chose de presque tendre. Son cœur fit un bond dans sa poitrine. C'était l'homme que les gens appelaient un monstre. L'homme qui faisait trembler les criminels. L'homme qu'elle avait craint pendant 8 mois. Maintenant, il était assis en tailleur sur un tapis, expliquant patiemment la différence entre le D et le B à sa fille. Isabella pressa une main contre sa poitrine, sentant son pouls bambino s'emballer. Quelque chose se passait en elle, quelque chose de dangereux, quelque chose qu'elle ne pouvait pas se permettre de ressentir. Elle se détourna et s'éloigna silencieusement, effrayée par ce qui pourrait arriver si elle restait. La chaleur des 3 derniers jours vola en éclats au moment où Vincent entra dans le bureau de Dominique ce soir-là. « Nous avons un problème, patron. » Dominique leva les yeux du livre d'alphabet toujours posé sur son bureau. Sophia avait insisté pour qu'il le laisse là. Le visage de Vincent était sinistre. Son calme habituel était fissuré par la tension. « Ferme la porte. » Vincent obéit, puis déposa un dossier sur le bureau. Des photographies s'éparpillèrent sur la surface d'acajou. Des clichés de surveillance, des hommes en manteaux sombres, des voitures garées devant des lieux familiers. « Santini », dit platement Dominique. « Lorenzo Santini, il est en train de bouger. » Le nom avait un goût de poison. Lorenzo Santini, chef de la famille Santini, rival de Dominique depuis 15 ans. Leurs pères avaient été ennemis. Leurs grands-pères avaient versé le sang pour les mêmes territoires. La haine était plus profonde que la mémoire. Quel genre de mouvement? Nos sources disent qu'ils vous surveillent, suivent vos habitudes, cherchent des faiblesses. Vincent hésita. « Patron, il y a plus. » Il fit glisser une autre photographie en avant. Le sang de Dominique se glaça. L'image montrait les portes d'entrée de son domaine. Et debout près de ces grilles, à peine visibles à travers les barreaux de fer, se trouvaient 2 silhouettes, Isabella et Sophia. « Ils sont au courant pour elle, » dit doucement Dominique. « Les hommes de Santini ont été repérés près de la propriété 3 fois cette semaine. » Ils rassemblent des informations. La mâchoire de Vincent se crispa. Il cherche un moyen de pression. Dominique fixa la photographie. La petite forme de Sophia était floue, mais il pouvait la voir tenant la main d'Isabella, pointant quelque chose dans le jardin. Innocente, inconsciente, vulnérable. « Double la sécurité, » ordonna-t-il. « Je veux des hommes à chaque entrée, des caméras sous tous les angles. Personne n'approche à moins d'1 kilomètre de cette propriété sans que je le sache. » C'est fait. « Mais, patron, » Vincent baissa la voix. « Peut-être vaut-il mieux qu'elle parte. Si Santini pense qu'elle compte pour vous, elle reste. » Les mots sortirent plus durs qu'il ne l'aurait voulu. Les sourcils de Vincent
se levèrent légèrement. « Elle reste, » répéta Dominique. « Plus sous contrôle. C'est l'endroit le plus sûr pour elle. Je ne les renverrai pas dans cet appartement où n'importe quel voyou de rue peut les atteindre. » Vincent étudia son patron pendant un long moment, voyant quelque chose de nouveau dans ses yeux gris et froids. « Compris, » dit-il enfin. « Je vais faire le nécessaire. » Après le départ de Vincent, Dominique resta immobile, fixant la photographie. Il avait passé des décennies à s'assurer de n'avoir aucune faiblesse, aucune famille, aucune attache, rien que quiconque puisse utiliser contre lui. Maintenant, en l'espace d'une semaine, il en avait acquis 2. En bas, Isabella le trouva 1 heure plus tard. Elle semblait en meilleure santé, les couleurs revenant à ses joues, la force à ses mouvements. Mais elle bougeait toujours avec précaution, une main pressée contre sa poitrine, là où ses poumons avaient été les plus faibles. « Monsieur Castellano. »« Dominique, » corrigea-t-il automatiquement. Elle hésita. « Dominique, je voulais encore vous remercier pour tout, et je voulais dire que je me sens beaucoup mieux maintenant. Je peux recommencer à travailler demain. Ce dont vous avez besoin, la maison, le nettoyage. Je rattraperai les jours que j'ai manqués. » « Non. » Isabella cligna des yeux. « Non, vous ne travaillez pas. Pas encore. » Il se leva, se dirigeant vers elle. Le docteur Cross a dit « Rétablissement complet prend des semaines. Vous avez besoin de repos, de vrai repos. Mais je vous suis redevable. Vous ne me devez rien. Ce n'est pas vrai. L'hôpital, cette maison, les vêtements pour Sophia. Est-ce que vous contestez mes ordres ?» Un soupçon de son ancienne autorité se glissa dans sa voix. Isabella redressa son buste. « Oui, je conteste. Je n'accepte pas la charité. Je paie mes dettes. » Pendant un moment, ils se fixèrent, 2 volontés obstinées entrant en collision. Puis les lèvres de Dominique frémirent, presque un sourire. « Vous me rembourserez en vous rétablissant complètement. » « C'est un ordre. » Isabella ouvrit la bouche pour protester, mais des pas les interrompirent. Sophia apparut dans l'encadrement de la porte. Monsieur Buttons, serré contre sa poitrine. Son visage était pâle, ses yeux écarquillés par la peur. Oncle Dom. Les 2 adultes se tournèrent. Isabella fronça les sourcils devant ce surnom. Quand est-ce que c'était arrivé? Mais l'expression de Sophia arrêta ses questions. « Qu'est-ce qui se passe, bébé ?» La lèvre inférieure de Sophia trembla. « Je vous ai entendu parler avec l'autre monsieur. » Elle regarda Dominique, sa voix fluette. « Vous avez dit le mot danger. Vous avez dit que quelqu'un nous surveille. » La poitrine de Dominique se serra. « Est-ce que les méchants messieurs viennent ici aussi ?» murmura Sophia, comme ceux qui sont venus à notre appartement. Elle commença à trembler. « Est-ce qu'ils vont encore faire du mal à maman ? Est-ce qu'ils vont m'emmener ?» Isabella se précipita en avant, prenant sa fille dans ses bras. « Non, bébé. Non, personne ne va nous faire de mal. » Mais par-dessus l'épaule tremblante de Sophia, ses yeux rencontrèrent ceux de Dominique. Et dans ceux-ci, il vit la question qu'elle n'osait pas poser à haute voix. « Pouvez-vous vraiment nous protéger ?» Dominique les regarda, cette mère fragile et son enfant terrifié, et sentit le poids de son monde s'abattre sur lui. Pour la première fois de sa vie, il ne se battait pas pour le pouvoir, l'argent ou le territoire. Il se battait pour quelque chose de bien plus dangereux, quelque chose qu'il ne pouvait pas se permettre de perdre. L'horloge de parquet sonna minuit quand Isabella trouva Dominique dans la bibliothèque. Elle était descendue pour du lait chaud, espérant que cela aiderait Sophia à dormir. La petite fille était agitée depuis qu'elle avait surpris la conversation sur le danger, se réveillant 2 fois de cauchemar où des méchants messieurs entraient par les fenêtres. Mais la douce lueur de la porte de la bibliothèque attira Isabella comme un papillon vers la flamme. Dominique était assis dans un fauteuil en cuir près de la cheminée, un verre de whisky intact à la main. Les flammes projetaient des ombres dansantes sur son visage, adoucissant les traits durs autour de ses yeux. « Vous n'arrivez pas à dormir ?»
demanda-t-elle doucement. Il leva les yeux. Vous non plus. Elle aurait dû partir, aurait dû prendre son lait et retourner auprès de sa fille. Au lieu de cela, elle se surprit à traverser la pièce et à s'installer dans le fauteuil en face du sien. Le feu crépitait entre eux. « Sophia a fait des cauchemars », dit Isabella. « Elle a peur que les méchants messieurs nous trouvent ici. Ils ne le feront pas. J'ai doublé la sécurité. Chaque entrée est gardée. » « Je sais. Je ne m'inquiète pas pour ça. » Elle fit une pause. « Je m'inquiète pour vous. » Les sourcils de Dominique se levèrent légèrement. « Pour moi ? Vous sembliez différent quand vous parliez de Santini, comme si vous portiez le poids du monde. » Il resta silencieux un long moment, fixant les flammes. « Lorenzo Santini a tué mon père, » finit-il par dire. J'avais 15 ans. Je suis rentré de l'école et je l'ai trouvé dans son bureau. 3 balles dans la poitrine. Isabella eut le souffle coupé. Il n'y a pas eu de temps pour le deuil. Plus de temps pour être un enfant. J'ai dû reprendre l'entreprise familiale du jour au lendemain. Protéger ma mère, notre territoire, nos gens. Sa mâchoire se crispa. Je me bats depuis lors. Je suis désolé, chuchota-t-elle. Ne le soyez pas. Ça a fait de moi ce que je suis. Et qui êtes-vous ? La question resta suspendue dans l'air. Dominique la regarda vraiment, et ne vit aucune peur dans ses yeux. Aucun jugement, juste une honnête curiosité. Je ne sais plus, admit-il. La confession les surprit tous les deux. Isabella remonta ses genoux, les entourant de ses bras comme Sophia le faisait souvent. « J'allais devenir enseignante, » dit-elle doucement. « À Porto Rico. Je venais de finir mon diplôme quand j'ai rencontré Carlos. Il avait de si grands rêves pour l'Amérique, pour la vie que nous construirions ensemble. » Elle sourit tristement. « J'ai tout abandonné pour le suivre. Ma famille, ma carrière, mon avenir. Est-ce que vous le regrettez ? Je le regrette, lui. Mais je ne pourrai jamais regretter Sophia. Elle est la seule bonne chose qui soit sortie de cette vie. » Dominique regardait la lumière du feu jouer sur ses traits. Elle était belle. Il l'avait toujours su de manière abstraite. Mais ce soir, dans ce moment de calme, il la voyait vraiment. La force sous la douceur, l'espoir qui survivait malgré tout. « Vous êtes plus forte que vous ne le croyez, » dit-il. Isabella le regarda, surprise. « Vous aussi ? Mais la force finit par rendre solitaire, n'est-ce pas ? » ?»« Oui, » admit-il. « C'est vrai. » Ils restèrent assis dans un silence confortable. 2 personnes qui comprenaient l'isolement, qui avaient bâti des murs pour survivre. Isabella tendit la main vers sa tasse sur la table basse. Au même moment, Dominique posa son verre. Leurs mains se frôlèrent. C'était à peine un contact, le bout des doigts effleurant la peau pendant une demi-seconde, mais une décharge électrique les traversa tous les deux. Isabella se recula brusquement, les joues empourprées. Dominique s'écarta tout aussi vite, sa mâchoire serrée. « Je devrais, » commença-t-elle. « Oui, » dit-il. Aucun des deux ne bougea. « Maman. » La petite voix brisa le moment. Sophia était sur le seuil, M. Buttons pendant d'une main, se frottant les yeux de l'autre. J'ai encore fait un mauvais rêve. Elle trottina vers eux, grimpant sur les genoux d'Isabella. « Pourquoi vous êtes réveillée ? Est-ce que vous faisiez des mauvais rêves aussi ? » ?»« Non, bébé. On discutait, tout simplement. » Sophia regarda entre eux, ses yeux vifs remarquant l'étrange tension. « Oncle Dom, » dit-elle soudain. « Oui. Est-ce que vous avez une famille ? » ?»« Non, pas vraiment. » Sophia pencha la tête pensivement. « C'est triste. Tout le monde devrait avoir une famille. » Sophia Isabella commença, mais sa fille en avait pas fini. « Maman n'a pas de mari, et vous n'avez pas de famille. » Le visage de Sophia s'éclaira de la logique simple d'une enfant de 6 ans. « Peut-être que vous pourriez être notre famille. Vous pourriez être mon papa. Comme ça, aucun de nous ne serait tout seul. » La pièce devint totalement silencieuse. Le visage d'Isabella devint cramoisi. « Sophia, tu ne peux pas juste. Ce n'est pas comme ça.
Je suis tellement désolé. » Elle ne comprend pas. Mais Dominique ne regardait pas Isabella. Il regardait Sophia, ses yeux innocents, son sourire plein d'espoir, sa croyance totale que le monde pouvait être aussi simple, pouvait être mon papa. Il aurait dû rire de cela, aurait dû dire quelque chose de dédaigneux, quelque chose qui maintienne la distance appropriée entre employeur et employé. Au lieu de cela, il sentit quelque chose s'ouvrir dans sa poitrine. « Nous devrions te ramener au lit », dit rapidement Isabella, se levant avec Sophia dans ses bras. « Dis bonne nuit, bébé. »« Bonne nuit, oncle Dom. »« Bonne nuit, Sophia. » Isabella s'enfuit de la pièce sans croiser son regard. Dominique resta assis seul à la lueur du feu, le fantôme de son contact brûlant encore sur sa peau. Les mots de Sophia résonnaient dans son esprit. « Vous pourriez être mon papa. » Il aurait dû trouver l'idée absurde, impossible, dangereuse. Au lieu de cela, il se surprit à la désirer, à les désirer elle, à vouloir dire oui. 2 semaines passèrent comme un beau rêve dont aucun d'eux ne voulait s'éveiller. Le manoir qui avait été froid et silencieux pendant 15 ans résonnait maintenant du rire de Sophia. Ses petits pas trottinaient dans les couloirs. Sa voix remplissait les pièces vides de chansons qu'elle inventait au fur et à mesure. Même le personnel bougeait différemment, plus léger, plus rapide, toujours avec un demi-sourire aux lèvres. Et Dominique Castellano, l'homme le plus craint de la côte Est, se surprenait à vivre pour ses sons. Par un après-midi clair de décembre, il emmena Sophia faire du shopping sur la 5e avenue. Vincent conduisait, toujours déconcerté par cette nouvelle version de son patron. La sécurité suivait à distance discrète, mais Dominique les remarquait à peine. Il ne voyait que Sophia. Elle pressait son nez contre chaque vitrine, s'extasiant devant les présentoirs de jouets, de robes et de bijoux étincelants. Mais quand Dominique lui proposa d'acheter tout ce qu'elle voulait, elle secoua la tête. « Celui-là, » dit-elle, montrant un pull en cachemire bleu dans une boutique pour femmes, pour maman. « Ces vieux pulls ont des trous. » Dominique la dévisagea. « Sophia, je te demande ce que toi tu veux. Je veux que maman ait chaud. » Quelque chose se tordit dans sa poitrine. Ils achetèrent le pull et un manteau et 3 robes et une paire de bottes qu'Isabella avait regardées une fois dans un catalogue. Sophia supervisa chaque achat avec une attention sérieuse, s'assurant que les couleurs étaient les bonnes, les tailles correctes. Elle ne choisit rien pour elle-même jusqu'à ce que Dominique insiste. Même alors, elle ne prit qu'un petit lapin en peluche, un ami pour M. Buttons, expliqua-t-elle, et un livre de contes de fées. Ce soir-là, Isabella prépara le dîner. Dominique avait essayé de l'en empêcher. Elle était encore en convalescence, et il avait un chef privé exactement pour cette raison. Mais Isabella était têtue. « Vous nous avez tout donné, » dit-elle fermement. « Laissez-moi vous donner ceci. » Alors il s'assit à la table de la cuisine, la regardant évoluer dans son espace comme si elle y appartenait. L'odeur de l'ail et des herbes remplissait l'air. Sophia était assise à côté de lui, coloriant tranquillement. Madame Hayes jetait des coups d'œil de temps en temps, prétendant vérifier les provisions, mais en réalité regardant simplement. Quand Isabella posa l'assiette devant lui, un arroz con pollo, la recette de sa grand-mère, Dominique prit une bouchée et s'immobilisa. « Est-ce que c'est mauvais ?» demanda Isabella anxieusement. « Non, » sa voix était rauque. « C'est parfait. Je n'ai pas mangé de repas fait maison depuis 20 ans. » Leurs yeux se rencontrèrent par-dessus la table. Quelque chose d'indicible passa entre eux. Après le dîner, Sophia tira sur la manche de Dominique. « Oncle Dom, j'ai fabriqué quelque chose pour vous. » Elle lui tendit une feuille de papier, encore chaude de ses petites mains. C'était un dessin. 3 silhouettes se tenaient devant une grande maison. Un homme grand en costume noir, une femme aux longs cheveux noirs, et une petite fille entre eux, leur tenant la main à tous les deux. Au-dessus des personnages, en lettres de crayon tremblotantes, Sophia avait écrit « Ma famille » et sous l'homme de grande taille, une étiquette « Papa Dom ». Dominique ne put parler. « Ça vous plaît ?» demanda nerveusement Sophia.
Il s'agenouilla à son niveau, regardant dans ses yeux bruns si confiants. « Je l'adore, dit-il. Je le garderai pour toujours. » Le lendemain matin, Vincent trouva le dessin encadré et accroché dans le bureau de Dominique, juste à côté des manifestes d'expédition décorés de fleurs au crayon. « Patron, » dit lentement Vincent, « est-ce que vous allez bien ? Mieux que jamais parce que vous avez un dessin d'enfant sur votre mur. Oui, à côté de documents opérationnels. Y a-t-il un problème, Vincent ? Vincent ouvrit la bouche, la referma et s'éloigna simplement. Cet après-midi-là, Dominique passa un appel au bijoutier le plus exclusif de Manhattan. Il commanda une bague, 3 carats, taille princesse, montée sur platine. Il allait demander à Isabella de l'épouser. La réalisation ne le choquait plus. Quelque part au cours de ces 2 dernières semaines, entre les leçons d'alphabet, les conversations de minuit et les repas faits maison, il était tombé éperdument amoureux de la force d'Isabella, de la lumière de Sophia, de la famille qu'ils étaient devenus. Il les voulait pour toujours. Il lui demanderait le soir du réveillon de Noël dans le jardin, où Sophia avait appris à construire des bonhommes de neige. Il dirait tout à Isabella, comment elle l'avait sauvé de l'obscurité. Comment Sophia lui avait appris à ressentir à nouveau. Pour la première fois de sa vie, Dominique Castellano avait de l'espoir. À l'autre bout de la ville, dans un entrepôt exhalant l'odeur de cigarettes et de vieux sang, Lorenzo Santini se tenait devant ses soldats rassemblés. « Castellano s'est ramolli », annonça-t-il. Des photographies s'étalèrent sur la table devant lui. Une femme, un enfant, vivant dans sa maison, mangeant à sa table. Son visage balafré se tordit en un sourire cruel. Il nous a donné l'arme parfaite. 40 hommes regardèrent leur chef, attendant. « Ce soir, dit Santini, nous lui prenons tout. Le territoire, le pouvoir, et si la femme et l'enfant se trouvent sur le chemin, il passa son doigt sur sa gorge. Victime de guerre. » Les hommes rirent, vérifiant leurs armes. Dehors, la neige commençait à tomber sur la ville, douce, blanche et innocente. Elle serait tachée de rouge avant l'aube. Le manoir dormait sous un manteau de neige tombante. Minuit était passé. Sophia gisait enroulée dans son lit à baldaquin, M. Buttons et son nouveau lapin fourré sous chaque bras. Au bout du couloir, Madame Hayes s'était retirée dans ses appartements. L'équipe de sécurité patrouillait sur les terrains en ronde silencieuse, leur respiration s'embuant dans l'air de décembre. Dans le salon, la lueur du feu dansait sur 2 visages. Dominique et Isabella étaient assis l'un près de l'autre sur le canapé de velours, parlant à voix basse. Les restes du chocolat chaud refroidissaient sur la table basse. Dehors, la neige s'accumulait sur les rebords des fenêtres comme du coton. « Sophia m'a demandé aujourd'hui si on restait pour toujours, » dit doucement Isabella. « Qu'est-ce que vous lui avez dit que je ne savais pas ?» Elle le regarda, une vulnérabilité flottant dans ses yeux sombres. « Je ne veux pas faire de promesses que je ne peux pas tenir. » Dominique chercha sa main. Cette fois, aucun d'eux ne se retira. « Et si je pouvais faire cette promesse ?» demanda-t-il. Le souffle d'Isabella se bloqua. « Dominique, je sais que c'est rapide. Je sais que ce n'est pas ainsi que ces choses se passent d'habitude. Mais ces 2 dernières semaines, il ne finit jamais sa phrase. » Le premier coup de feu brisa la fenêtre derrière eux. Le verre explosa vers l'intérieur. Isabella hurla. Dominique se jeta sur elle, les entraînant tous 2 au sol, alors que des balles déchiraient l'air là où leur tête se trouvait l'instant d'avant. Puis les lumières s'éteignirent. L'obscurité engloutit le manoir. Les générateurs de secours auraient dû prendre le relais. Mais rien ne se passa. Quelqu'un avait coupé le courant. « Reste à terre », ordonna Dominique, sortant son pistolet de l'intérieur de sa veste. D'autres coups de feu éclatèrent dehors, des rafales rapides venant de plusieurs directions. Le son de son équipe de sécurité ripostant, des cris, des bruits de pas, du verre brisé. Puis la porte d'entrée explosa, arrachée de ses gonds. Des silhouettes vêtues de noir se déversèrent dans le hall d'entrée, armes levées, lampes torches tranchant l'obscurité. 10-20 d'autres arrivent.
Les hommes de Santini. Dominique se releva de derrière le canapé et tira 2 fois. 2 silhouettes tombèrent. Les tirs de riposte le forcèrent à se rabaisser. Des balles firent voler le cadre en bois en éclats à quelques centimètres de sa tête. « Dominique !» hurla Isabella. « L'escalier de service !» ordonna-t-il, la tirant vers le couloir de service. « Rejoins Sophia. Enfermez-vous dans sa salle de bain. Il y a une chambre forte derrière le miroir. Le code est un 1987. Et vous ? Je vous retrouverai. Vas-y maintenant. » Isabella hésita une seconde terrible, puis courut. Dominique se retourna pour faire face à l'assaut. Ces hommes engagèrent les intrus à travers tout le rez-de-chaussée. Ils pouvaient entendre la voix de Vincent aboyer des ordres quelque part près de la cuisine. Mais ils étaient trop nombreux. Santini avait amené une armée. Il abattit 2 autres assaillants en se déplaçant dans l'ombre, utilisant les meubles comme couverture. Une balle effleura son bras, une douleur brûlante. Mais il continua d'avancer. Il devait donner du temps à Isabella. À l'étage, Sophia se réveilla au son du tonnerre. Non, pas du tonnerre. Quelque chose de pire. « Maman !» murmura-t-elle dans le noir. « Maman !» La porte s'ouvrit avec fracas. Sophia hurla, se reculant contre sa tête de lit, mais c'était Isabella qui s'engouffra à l'intérieur. « Bébé, on doit y aller. » Elle prit Sophia dans ses bras, ne s'encombrant ni de chaussures, ni de manteau. Tout de suite, ne fais pas un bruit. « Maman, j'ai peur. Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien. Oncle Dom nous protège. » Elles coururent dans le couloir sombre. Sophia enterra son visage dans l'épaule de sa mère, son petit corps tremblant violemment. Derrière elle, les sons de la bataille se rapprochaient. Cris, coups de feu, meubles brisés. Isabella trouva la salle de bain, tira la porte, pressa les carreaux à côté du miroir selon la séquence que Dominique lui avait donnée. Rien ne se passa. Elle essaya encore. 1987. Toujours rien. Le courant. La chambre forte avait besoin d'électricité. Non, non, non. Des bruits de pas tonnèrent dans les escaliers. Isabella se plaqua contre le mur, serrant Sophia, son cœur battant si fort qu'elle pouvait à peine respirer. Il n'y avait nulle part où courir, nulle part où se cacher. En bas, Dominique se frayait un chemin à travers le chaos. 3 autres hommes de Santini tombèrent sous ses balles, mais ils continuaient d'arriver. Une vague de silhouettes noires s'écrasant sur sa maison, détruisant tout sur leur passage. Il devait les atteindre. Isabella, Sophia, rien d'autre ne comptait. Il tourna au coin d'un couloir et se retrouva face à face avec une silhouette dans l'obscurité. L'homme était plus rapide. Dominique vit l'arme se lever, vit le doigt se crisper sur la détente, vit l'éclair à la bouche du canon dans la fraction de seconde précédant le tir. Il essaya de bouger. Il ne fut pas assez rapide. Le coup de feu résonna dans le manoir et tout tomba dans le silence. Isabella vit tout au ralenti. Elle était descendue furtivement par l'escalier avec Sophia, toujours dans ses bras, cherchant une autre issue quand la chambre forte avait échoué. Les tirs s'étaient éloignés, se déplaçant vers l'aile est. Elle pensait qu'elle pourrait atteindre le garage. Puis elle tourna au coin et le vit. Dominique était figé dans le couloir, un tireur à 3 mètres de là. L'arme de l'assassin était levée, braquée directement sur la poitrine de Dominique. Son doigt pressait la détente, et Dominique ne pouvait pas bouger à temps. Quelque chose de primal explosa en Isabella. Elle ne réfléchit pas, ne calcula pas, n'hésita pas. Elle poussa Sophia derrière un pilier de marbre et se lança en avant. Non. Son corps percuta celui de Dominique, juste au moment où le coup partait. La balle destinée à son cœur déchira son épaule à la place. Une douleur blanche, aveuglante, traversa son corps. Elle s'entendit hurler, se sentit tomber, vit le plafond tourbillonner au-dessus d'elle, alors qu'elle s'écrasait sur le sol de marbre. L'arme de Dominique rugit 1 fois, 2 fois. L'assassin s'effondra. Puis Dominique fut à genoux à côté d'elle, ses mains pressant son épaule, son visage un masque d'horreur.
Isabella, Isabella, reste avec moi. Du sang, tellement de sang. Il s'accumulait sous elle, se répandant sur le marbre blanc comme du vin renversé. Son pull bleu, celui que Sophia avait choisi, devint cramoisi. Maman. Le cri de Sophia perça le chaos. La petite fille courut de derrière le pilier, se jetant aux côtés de sa mère. Maman, maman, réveille-toi. Il y a du rouge partout. Pourquoi il y a du rouge? Sophia, ne regarde pas. Dominique essaya de la protéger, mais elle écarta ses bras. Maman, s'il vous plaît. Les yeux d'Isabella papillonnèrent. À travers la brume de l'agonie, elle vit le visage terrifié de sa fille flottant au-dessus d'elle. Bébé. Sa voix n'était qu'un murmure. Ne pleure pas. Maman va bien. Tu ne vas pas bien. Tu saignes comme dans mes cauchemars. Dominique déchira sa veste, l'appuyant contre la blessure d'Isabella. Ses mains tremblaient. Dominique Castellano, qui n'avait jamais tremblé de sa vie, qui avait tué sans sourciller pendant 20 ans. « Reste avec moi », ordonna-t-il. « Isabella, regarde-moi. Garde les yeux ouverts, Sophia. » La main d'Isabella se tendit faiblement vers sa fille. « Prends soin de Sophia. Tu vas prendre soin d'elle toi-même. Tu m'entends? Tu ne vas pas nous quitter. » Vincent apparut au bout du couloir, le visage éclaboussé par sa chemise. « Patron, on les a repoussés. » Les hommes de Santini battent en retraite, mais il vit Isabella au sol et s'arrêta net. « L'hélicoptère !» aboya Dominique. « Appelle le docteur Cross maintenant. Dis-lui blessure par balle, perte de sang massive. Que l'équipe de trauma soit prête, patron. » La piste d'hélicoptère. Je me fiche que tu doives le faire atterrir sur le toit. Fais-le venir ici. Vincent courut. Les yeux d'Isabella se fermaient. Sa respiration se faisait courte, hachée. Non, non, non. Dominique la prit dans ses bras, la berçant contre sa poitrine. Isabella, reste éveillée. Pense à Sophia. Pense à notre futur. Tu ne peux pas partir maintenant. Pas alors que je viens de te trouver. Un fantôme de sourire passa sur ses lèvres pâles. Vous nous avez trouvés, souffla-t-elle. Cette nuit-là, vous êtes venus, et je reviendrai toujours. À chaque fois, pour toujours. Reste juste avec moi. Sophia serrait la main de sa mère, sanglotant de façon incontrôlable. S'il te plaît, maman, s'il te plaît, ne pars pas au ciel. Je serai sage. Je mangerai tous mes légumes. Je ne demanderai plus jamais rien. S'il te plaît, ne me laisse pas. Les yeux d'Isabella s'ouvrirent une dernière fois. Elle regarda Sophia, puis Dominique. Sa main ensanglantée se leva pour toucher son visage. « Prends soin d'elle, » murmura-t-elle. « Promets-moi. Je le promets. Mais tu vas t'en sortir. Tu vas, promets-moi. » Des larmes coulèrent sur le visage de Dominique. Il n'avait pas pleuré depuis les funérailles de son père. Maintenant, il ne pouvait plus s'arrêter. « Je le promets, » s'étrangla-t-il. « Je la protégerai au péril de ma vie. » Isabella sourit paisible, sereine. Puis ses yeux se fermèrent et son corps devint lourd. « Isabella, Isabella !» hurla Sophia. Les rotors de l'hélicoptère tonnèrent au-dessus. Dominique souleva le corps inconscient d'Isabella et le porta vers le toit. Sophia courait à ses côtés, sa petite main agrippée à sa veste trempée de sang. Autour d'eux, ces hommes sécurisèrent le manoir. Les corps des soldats de Santini jonchèrent les terrains. La neige était devenue rouge, mais Dominique ne vit rien de tout cela. Il ne voyait que le visage pâle d'Isabella, n'entendait que le rythme faiblissant de ses battements de cœur contre sa poitrine. Et au fond de lui, sous la peur et le désespoir, quelque chose de plus sombre s'éveilla. Une rage pure, froide, meurtrière. Santini avait fait ça. Santini avait touché à sa famille. Santini avait versé son sang. Alors que l'hélicoptère s'élevait dans le ciel nocturne, Dominique fit un vœu silencieux.
Lorenzo Santini allait mourir. Pas vite, pas avec pitié. Il souffrirait d'abord. Le couloir de l'hôpital sentait l'antiseptique et la peur. Dominique était assis dans la salle d'attente, V.O.P., sa chemise raide de sang séchée, ses mains tremblant encore. Sophia avait pleuré jusqu'à l'épuisement dans ses bras et gisait maintenant enroulée contre sa poitrine, ses petits doigts serrant sa veste ruinée. Derrière les portes de chirurgie, les médecins se battaient pour sauver la vie d'Isabella. 3 heures. Ils opérèrent depuis 3 heures. Sophia s'agita, ses yeux s'ouvrant à peine. Pendant un instant, la confusion se lisait sur son visage. Puis la mémoire revint en force, et de nouvelles larmes coulèrent sur ses joues. « Oncle Dom !» Sa voix était de pleurer. « Est-ce que maman va mourir ?» Dominique baissa les yeux vers elle, cette toute petite fille qui avait tout perdu, qui avait déjà souffert plus qu'aucun enfant ne le devrait. Ses yeux bruns recelaient une terreur qu'aucun enfant de 6 ans ne devrait connaître. Il la serra plus fort. « Non, dit-il fermement. Ta mère est la personne la plus forte que j'ai jamais rencontrée. Elle se bat en ce moment même, et elle va gagner. Mais il y avait tellement de sang. Les médecins l'aident. Ce sont les meilleurs au monde. » Sophia enterra son visage dans sa poitrine. « Je ne veux pas être toute seule. Si maman part au ciel, je n'aurai plus personne. » Le cœur de Dominique se brisa. Il lui leva le menton, la forçant à croiser son regard. « Écoute-moi, Sophia. Quoi qu'il arrive, tu ne seras jamais seule. J'ai promis à ta mère que je te protégerai. Et je le pensais vraiment. Tu es ma famille maintenant. Est-ce que tu comprends? Vraiment? Vraiment. Et je te promets autre chose. » Sa voix se durcit comme l'acier. « Les hommes qui ont fait du mal à ta mère ne feront plus jamais de mal à personne. Je m'en assurerai. » Sophia étudia son visage, puis hocha la tête lentement. « D'accord, oncle Dom. Je vous crois. » Elle se rendormit contre sa poitrine, épuisée et confiante. 2 heures plus tard, le docteur Cross apparut avec des nouvelles. « Elle est stable. La balle a manqué les artères majeures de quelques millimètres. Elle a perdu beaucoup de sang, mais nous l'avons transfusée, et la chirurgie a réussi. » Dominique ferma les yeux, relâchant un souffle qu'il ne savait pas avoir retenu. « Elle aura besoin de semaines pour se rétablir, mais elle vivra. Merci. » Il attendit que Madame Hayes arrive pour veiller sur Sophia, puis passa ses appels. L'entrepôt de Red Hook se remplit d'hommes en moins d'1 heure. 200 soldats de l'Empire Castellan se tenaient en formation rigide, leurs visages durs, leurs armes prêtes. Ils avaient tous appris ce qui s'était passé. Ils avaient tous vu les vêtements ensanglantés de leur patron. Ils savaient ce qui arrivait. Dominique se tint devant eux, son expression sculptée dans la glace. « Ce soir, Lorenzo Santini a attaqué ma maison. » Sa voix résonna dans l'espace caverneux. « Il a envoyé 30 hommes pour me tuer. Ils ont échoué, mais ils ont blessé quelqu'un sous ma protection. Ils ont versé le sang d'une innocente sur mes planchers. » Il fit une pause, laissant les mots pénétrer. « Certains d'entre vous travaillant pour moi depuis 20 ans. Certains se souviennent de mon père. Vous savez ce que le nom Castellano représente. Vous savez ce que nous faisons à ceux qui touchent à ce qui nous appartient. Pas un seul homme ne respirait. Santini pense que je me suis ramolli. Il pense qu'une femme et un enfant m'ont rendu faible. » Les yeux de Dominique brillaient d'une fureur froide. Il va apprendre à quel point il se trompe. Vincent s'avança. « Patron, nos renseignements confirment que Santini se cache au chantier naval de Brooklyn, vieil entrepôt de transport. Il pense que nous ne frapperons pas ce soir. Pense que nous sommes trop blessés. Combien d'hommes a-t-il? 60. Peut-être 70. Et nous en avons 200. Un murmure parcourut la foule. Dominique leva la main pour réclamer le silence. « Je veux que le bâtiment soit encerclé. Je veux que chaque issue soit bloquée. Et je veux que Lorenzo Santini me soit amené vivant. » Sa voix tomba à un niveau à peine humain. « Tous les autres meurent. Aucun survivant.
aucun témoin, aucune pitié. Les hommes rugirent leur approbation. En route. On frappe dans 1 heure. Dominique retourna brièvement à l'hôpital. Sophia dormait toujours sur le canapé. Madame Hayes veillait sur elle. Il s'agenouilla près de l'enfant, écartant une mèche de son front. Si innocente, si fragile, si totalement sienne. « Je serai de retour avant ton réveil, » murmura-t-il. « Et quand je reviendrai, plus personne ne menacera jamais notre famille. » Il lui baisa le front doucement. Puis Dominique Castellano se leva, ajusta sa veste tachée de sang et s'avança dans la froide nuit de décembre. Derrière lui, 200 hommes attendaient. Devant lui, la mort attendait Lorenzo Santini. Le chantier naval de Brooklyn reposait en silence sous un manteau de neige de décembre. 3 heures du matin. Le vieil entrepôt de transport se dressait contre le ciel noir, ses murs rouillés cachant 70 des meilleurs hommes de Santini. Il pensait être en sécurité ici, dans ce coin oublié de la ville. Il pensait que la victoire de la nuit leur avait acheté du temps. Il se trompait. Dominique Castellano se tenait à la limite du périmètre. 200 soldats se déployèrent derrière lui en formation parfaite. Sa respiration s'embuait dans l'air gelé. Ses yeux étaient des éclats de glace grise. Dans son esprit, il voyait Isabella tomber, son sang se répandre sur le marbre blanc. Les cris de Sophia résonnaient dans sa maison dévastée. « À mon signal », dit-il calmement. Vincent hocha la tête, levant la main vers les hommes. Dominique dégaina son arme. Maintenant. La nuit explosa. 200 hommes surgirent de toutes les directions. Les portes de l'entrepôt volèrent en éclats. Les vitres se brisèrent. Des grenades assourdissantes transformèrent l'obscurité en un blanc aveuglant. Et alors, le massacre commença. Dominique se déplaça à travers le chaos, comme la mort elle-même. Sa première balle abattit un garde à l'entrée. Sa seconde élimina un homme courant vers une alarme. Il n'hésitait pas, ne marquait pas de pause, ne ressentait rien d'autre qu'une rage froide et calculée. Chaque tir qu'il effectuait portait le visage d'Isabella. Chaque ennemi qui tombait payait pour son sang. Les hommes de Santini se démenaient pour répondre, mais ils étaient surpassés en nombre et en puissance de feu. Les soldats de Castellano les taillèrent avec une efficacité brutale, nettoyant pièce après pièce, couloir après couloir. Vincent restait aux côtés de Dominique, couvrant le flanc de son patron. « Gauche !» cria-t-il. Et Dominique pivota, abattant 2 tireurs qui émergeaient de derrière des conteneurs d'expédition. Le sang giclait sur le métal rouillé, les corps s'effondraient comme des poupées cassées. Le sol de l'entrepôt devint un cimetière. « Où est-il » exigea Dominique, attrapant un soldat de Santini blessé par le col. « Où est Lorenzo » L'homme cracha du sang. « Va en enfer » Dominique l'abattit sans ciller. Il s'enfonça plus profondément dans l'entrepôt, dépassant des corps tombés et des blessés hurlants. Ses hommes finissèrent le nettoyage. La bataille avait duré moins de 15 minutes. Les forces de Santini étaient décimées. Mais Dominique ne voulait qu'un seul homme. Il le trouva dans le bureau du fond. Lorenzo Santini se tenait derrière un bureau renversé, ses cheveux argentés ébouriffés, son costume coûteux taché du sang de quelqu'un d'autre. 2 gardes du corps le flanquaient, armes levées. Vincent et 4 soldats de Castellano apparurent derrière Dominique, armes braquées. « C'est fini, Lorenzo » dit Dominique. Santini rit d'un son rauque et laid. « Fini ? Rien n'est fini. Tu penses bien que me tuer met fin à tout ça. Il y aura toujours quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui verra ce que j'ai vu. Et c'est quoi ? Ta faiblesse. » La lèvre de Santini se retroussa en un ricanement. « Regarde-toi, le grand Dominique Castellano, mis à genoux par une boniche et sa gamine. Tu es venu ici ce soir non pas pour les affaires, pas pour le territoire, mais pour la vengeance, pour une femme. » L'expression de Dominique ne changea pas.
Tu étais un roi autrefois, continua Santini. Froid, intouchable, craint. Maintenant, tu n'es qu'un idiot de plus qui a laissé les sentiments le détruire. Cette femme t'a rendu faible. Le silence s'étira entre eux. Puis Dominique sourit. Ce n'était pas un sourire plaisant. Tu as raison sur une chose, Lorenzo. Je suis venu ici pour elle. Chaque balle que j'ai tirée ce soir, chaque homme que j'ai tué, c'était pour elle. Il fit un pas en avant, et les gardes du corps de Santini bougèrent nerveusement. Mais tu as tort sur tout le reste. Ah bon? Tu penses donc que l'amour rend un homme faible? Tu penses donc que s'attacher à quelqu'un donne du pouvoir aux ennemis sur toi? Dominique leva son arme. Mais tu as oublié quelque chose d'important. Quoi donc? Un homme qui n'a rien à perdre se bat pour la victoire. Ses yeux brûlèrent d'un feu froid. Un homme qui a tout à perdre se bat jusqu'à la mort. Tu as menacé ma famille, Lorenzo. Ma famille. Et maintenant, je ne vais pas seulement te vaincre, je vais t'effacer. La bravade de Santini se fêla. La peur brilla dans ses yeux. Attends. Dominique tira une fois. Le premier garde du corps tomba. Tira encore. Le second s'écroula. Santini tenta de saisir sa propre arme, mais Dominique fut plus rapide. Il traversa la pièce en 3 enjambées, écarta l'arme d'un coup et projeta Santini contre le mur. « Tu aurais pu t'en prendre à mon territoire, » dit Dominique doucement. « Mon argent, mon entreprise, et je t'aurais combattu, comme j'ai combattu chaque ennemi avant. » Il pressa le canon de son arme sous le menton de Santini. « Mais tu t'en es pris à une femme qui n'a connu que la souffrance, à un enfant qui n'a jamais fait de mal à personne. Tu les as fait saigner, son doigt se crispa sur la détente. Et pour cela, il n'y a pas de négociation, pas de reddition, pas de pitié. S'il vous plaît, haleta Santini, dis bonjour à mon père en enfer. » Le coup de feu résonna dans l'entrepôt. Lorenzo Santini glissa le long du mur, laissant une traînée cramoisie sur le béton. Mort. Dominique se tint au-dessus du corps, respirant fort. Ses mains tremblaient, non de peur, mais du relâchement de la rage qu'il portait depuis qu'Isabella était tombée. C'était fini. Vincent apparut à ses côtés. « Patron, c'est fait. »« Tous. » Dominique hocha la tête lentement. Son téléphone vibra. Un message de Madame Hayes. Le docteur Cross a appelé. Isabella est réveillée. Elle demande après vous et Sophia. Dominique lut les mots 2 fois. Réveillée. Elle était réveillée. Elle était vivante. La glace autour de son cœur se brisa et quelque chose de chaud l'inonda. « Amène la voiture, » dit-il à Vincent. « On va à l'hôpital. » Il sortit de l'entrepôt sans se retourner. Derrière lui, la neige recommençait à tomber, recouvrant le sang, les corps. La fin d'une guerre. Devant lui, sa famille l'attendait. L'aube se levait sur Manhattan, alors que la voiture de Dominique s'arrêtait brusquement devant l'hôpital. Il n'attendit pas que Vincent lui ouvre la porte. Il était dehors et courait avant que le moteur ne s'arrête. Sa chemise tachée de sang attirait les regards horrifiés des infirmières et des patients dans le hall. La sécurité s'avança pour l'intercepter, mais un seul regard sur son visage les fit s'écarter. Le docteur Cross le rejoignit à l'ascenseur. « Dominique, elle est stable, plus que stable. Elle récupère remarquablement bien. La balle a été retirée proprement. Pas de dommages nerveux. Pas d'infection. Elle aura besoin de physiothérapie pour l'épaule, mais elle retrouvera sa pleine mobilité. » Le médecin posa une main sur le bras de Dominique. « Elle va s'en sortir. Je vous le promets. » Dominique s'appuya contre le mur, expirant un souffle qu'il retenait depuis des heures. « Elle vous a réclamé, » ajouta le docteur Cross. « Et Sophia aussi. Madame Hayes a amené l'enfant il y a environ 1 heure. Elles sont toutes les 2 dans la chambre. » Dominique hocha la tête, incapable de parler. Il descendit le couloir lentement, chaque pas plus lourd que le précédent. L'adrénaline de la bataille s'était dissipée, laissant derrière elle l'épuisement et quelque chose d'autre, quelque chose de brut et de vulnérable qu'il n'avait pas ressenti depuis des décennies. La porte de la chambre d'Isabella était entr'ouverte. Il la poussa doucement et s'arrêta.
Sophia gisait enroulée sur le lit d'hôpital à côté de sa mère. Un petit bras drapé protecteur sur la taille d'Isabella. Monsieur Buttons était assis contre l'oreiller, montant la garde. La lumière du matin filtrait à travers les stores, jetant de douces rayures dorées sur leurs visages endormis. Elles semblaient en paix, en sécurité, vivantes. Les genoux de Dominique manquèrent de flancher. Les yeux d'Isabella s'entr'ouvrirent. Pendant un instant, elle se contenta de le regarder, notant le sang sur ses vêtements, l'épuisement marqué sur son visage, la façon dont il se tenait sur le seuil comme un homme craignant d'entrer. Puis elle sourit. « Vous êtes revenu ?» murmura-t-elle. Il traversa la pièce en 3 enjambées et tomba à genoux à côté de son lit. « Est-ce que vous allez bien ?» demanda-t-elle, cherchant à l'atteindre avec son bras valide. « Vous êtes couvert de sang. Êtes-vous blessé ?» Elle s'était fait tirer dessus. Elle avait failli mourir. Et ses premiers mots étaient pour demander s'il allait bien. Quelque chose se brisa en Dominique Castellano. Des larmes coulèrent sur ses joues, chaudes, irrépressibles, étrangères. Il n'avait pas pleuré depuis les funérailles de son père il y a 22 ans. Il s'était entraîné à être de pierre, à ne rien ressentir, à ne jamais montrer de faiblesse. Mais agenouillé à côté de cette femme qui s'était jetée devant une balle pour lui, la voyant s'inquiéter pour sa sécurité, alors que c'était elle qui était sur un lit d'hôpital, il ne pouvait plus se retenir. « Je suis désolé », s'étrangla-t-il. « Isabella, je suis tellement désolé. C'est ma faute, tout ça, si je ne vous avais pas entraîné dans mon monde, si je ne vous avais pas laissé rester. » Arrêtez. Ses doigts trouvèrent son visage, essuyant ses larmes. « N'osez pas vous excuser de nous avoir sauvés. Vous avez failli mourir à cause de moi. J'ai failli mourir en protégeant l'homme que je... » Elle s'arrêta, se reprenant. Leurs yeux se rencontrèrent. Quelque chose d'électrique passa entre eux. « L'homme que quoi ?» chuchota Dominique. Les joues d'Isabella s'empourprèrent. « L'homme qui a sauvé ma fille, qui nous a donné de l'espoir, qui nous a fait sentir que nous comptions. Vous comptez plus que tout dans ma vie. Dom, je t'aime, Isabella. » Les mots sortirent, avant qu'il ne puisse les arrêter. « Je t'aime, et j'aime Sophia, et je ne peux plus imaginer ma vie sans vous. Je sais que je ne suis pas un homme bon. Je sais que mon monde est sombre et dangereux. Mais si vous me le permettez, je passerai le reste de ma vie à vous protéger. » Toutes les deux, Isabella le fixa, les larmes brillant dans ses propres yeux. « Je le referai, » murmura-t-elle la balle. « Je la reprendrai 100 fois. Parce que quand j'ai vu cette arme braquée sur toi, j'ai su. » Sa voix se brisa. « J'ai su que je ne pouvais pas te perdre. » Dominique porta sa main à ses lèvres et baisa sa paume. « Oncle Dom. » La petite voix les fit tous deux se retourner. Sophia s'était réveillée. Elle les regardait avec des yeux ensommeillés, ses cheveux emmêlés, ses joues portant encore des traces de larmes séchées. « Maman, pourquoi tu pleures? Pourquoi oncle Dom pleure ?» Isabella rit doucement, attirant sa fille plus près avec son bras valide. « Parce qu'on est heureux, bébé, parce qu'on est tous ensemble. » Sophia regarda entre eux, traitant l'information avec sa logique de 6 ans. « Alors, on est une famille maintenant, pour de vrai? Comme j'ai dessiné dans mon image ?» Dominique tendit la main et prit la petite main de Sophia dans la sienne. « Oui, dit-il, sa voix chargée d'émotion. Pour de vrai. Si tu veux bien de moi. » Le visage de Sophia s'ouvrit sur le plus éclatant sourire qu'il ait jamais vu. « Je le savais, » annonça-t-elle, se blottissant entre eux. « Je savais que vous alliez être mon papa. »« Monsieur Buttons me l'a dit. » Isabella rit, puis grimaça à cause de la douleur dans son épaule. Dominique écarta une mèche de son front, le cœur plus plein qu'il ne l'avait jamais été. Il était entré dans cet hôpital, un homme couvert de sang et de vengeance. Il en ressortait comme quelqu'un d'autre, un père, un partenaire,
un homme ayant une raison de vivre, et il savait exactement ce qu'il devait faire ensuite. Une semaine plus tard, Isabella rentra à la maison, non pas dans l'appartement délabré du Bronx. Ce chapitre était clos pour toujours. La maison était désormais le domaine Castellano, avec ses 30 pièces, ses jardins immenses et la famille qui l'attendait. Dominique insista pour la porter lui-même depuis la voiture. « Je peux marcher », protesta Isabella, bien que son sourire la trahisse. Le médecin a dit « Je guéris parfaitement ». Le médecin a aussi dit repos et mouvement limité. Il la souleva sans effort, la berçant contre sa poitrine. « Je suis les ordres ». Sophia les devançait, tenant la porte ouverte comme un minuscule portier. « Bienvenue à la maison, maman. Madame Hayes a fait ta soupe préférée, et oncle Dom t'a acheté des nouveaux oreillers. Et j'ai cueilli des fleurs dans le jardin. Mais elles sont mortes, parce que c'est l'hiver, alors je t'ai dessiné des fleurs à la place. » Isabella rit, déposant un baiser sur le front de sa fille au passage. Les jours qui suivirent ne ressemblaient à rien de ce qu'Isabella avait connu. Dominique était partout. Il lui apportait le petit déjeuner au lit. Il ajustait ses oreillers 100 fois par jour. Il la portait jusqu'à la bibliothèque quand elle était fatiguée de sa chambre, au jardin quand elle voulait de l'air frais, à la cuisine quand elle insistait pour regarder Madame Hayes cuisiner. « Tu me gâtes », dit Isabella un après-midi. « Bien, je suis sérieuse. Je n'ai pas l'habitude qu'on s'occupe de moi. » Dominique s'agenouilla près de sa chaise, ses yeux gris adoucis. « Alors habitue-toi, parce que je ne vais jamais m'arrêter. » La 7e nuit, Isabella n'arrivait pas à dormir. Son épaule la lançait, pas violemment, mais assez pour la tenir éveillée. Elle descendit et trouva les portes de la bibliothèque ouvertes, la lumière de la lune se répandant sur le tapis persan. Dominique se tenait près de la fenêtre, fixant le jardin couvert de neige. « Tu devrais te reposer, » dit-il sans se retourner. « Vous aussi. » Elle traversa la pièce pour se tenir à ses côtés. La lune était pleine et brillante, peignant le monde en argent. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle doucement. « À toi ?» Le simple mot lui coupa le souffle. Dominique se tourna vers elle. Sous la lune, ses traits acérés semblaient plus doux, ses yeux recelant quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. De la vulnérabilité. « Isabella, je dois te dire quelque chose. Tu l'as déjà fait à l'hôpital. Je dois le dire proprement. » Il prit ses mains dans les siennes. « Je ne sais pas quand c'est arrivé. C'était peut-être cette première nuit quand Sophia a appelé et que je l'ai entendu pleurer. C'était peut-être en te voyant te battre pour ta fille, malgré le fait que tu n'avais rien. C'était peut-être la façon dont tu m'as regardé comme si j'étais plus qu'un monstre. Dom, laisse-moi finir. » Ses pouces traçaient des cercles sur ses paumes. « J'ai passé 20 ans à bâtir des murs, me convainquant que je n'avais besoin de personne, que l'amour était une faiblesse. Et puis, tu es entré dans ma vie et tu as détruit chaque croyance que j'avais. » Les yeux d'Isabella brillèrent. « Je ne suis qu'une femme de ménage, » murmura-t-elle. « Une mère célibataire qui n'a rien à offrir. Pas d'argent, pas de statut, pas tu es tout. » Il lui prit le visage entre les mains. « Tu ne m'as pas seulement sauvé de cette balle, Isabella. Tu m'as sauvé de moi-même, de la solitude, du vide. Tu m'as montré ce que ça fait d'avoir à nouveau une famille. » Une larme glissa sur sa joue. « Je t'aime, » dit Dominique. « Pas la version de toi que tu penses que je devrais vouloir. Pas une image polie, parfaite. J'aime la femme que tu es, celle qui fait 3 boulots pour sa fille. La femme qui donne son dernier repas à son enfant. La femme qui s'est jetée devant une balle sans hésiter. Je t'aime aussi, souffla Isabella. J'ai essayé de ne pas le faire. Je me disais que c'était impossible, mais je n'ai pas pu m'arrêter. » Dominique s'approcha, son front touchant le sien. « Alors ne t'arrête pas. Ne t'arrête jamais. » Il l'embrassa, doucement d'abord, hésitant, interrogateur, puis plus profondément alors qu'elle se fondait en lui. Ses doigts agrippant sa chemise, ses mains s'en mêlant dans ses cheveux, la lumière de la lune les enveloppant comme une bénédiction. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux essoufflés,
Isabella rit. Sophia va être insupportable. Elle prédit cela depuis la première semaine. À ce sujet, Dominique jeta un coup d'œil vers la porte. Une petite silhouette en pyjama rose se tenait là, souriant si fort que son visage semblait pouvoir se fendre. « Je le savais », hurla Sophia. « Je savais que vous alliez vous embrasser. » Monsieur Buttons l'a dit. « Sophia Martinez, tu es censée dormir. » Je dormais. Mais après j'ai entendu parler, et je suis venu voir, et elle courut vers eux, percutant leurs jambes. Est-ce que ça veut dire qu'oncle Dom est mon papa maintenant? Dominique regarda Isabella, puis Sophia. Pas encore, dit-il mystérieusement. Mais bientôt, les yeux de Sophia s'agrandirent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'heure du dodo, petite. Il la souleva, la portant vers les escaliers, pendant qu'elle le bombardait de questions. Isabella les regardait partir, son cœur si plein qu'il lui faisait mal. Elle ne vit pas Dominique glisser sa main dans sa poche et toucher la boîte de velours qui y était cachée. Elle ne vit pas le sourire qui passa sur son visage, mais elle le verrait. Très bientôt, le réveillon de Noël n'était plus qu'à 3 jours. 2 jours avant le réveillon de Noël, Dominique convoqua une réunion secrète. Les participants, Vincent Moretti, Madame Hayes et une petite fille de 6 ans serrant un ours en peluche. « C'est une mission top secrète », dit sérieusement Dominique, s'agenouillant à la hauteur de Sophia. « Est-ce que je peux te faire confiance ?» Sophia hocha la tête solennellement, les yeux écarquillés par l'importance. « Je vais demander à ta mère de m'épouser. Mais j'ai besoin de ton aide pour que ce soit parfait. » Le visage de Sophia explosa d'une joie pure. « Je le savais. » Je savais, Dominique couvrit doucement sa bouche. « Mission secrète, tu te souviens? Ta mère ne doit pas savoir. » Sophia hocha de nouveau la tête, vibrant littéralement d'excitation. Dominique retira sa main. « Est-ce que je peux être la demoiselle d'honneur ?» chuchota-t-elle fort. « Au mariage, oui. Mais d'abord, j'ai besoin de ton conseil. » Il sortit la boîte de velours, révélant la bague en diamant à l'intérieur. « Est-ce que tu penses que maman va aimer ça ?» Sophia examina la bague avec une concentration intense, tournant la tête de gauche à droite. « C'est très brillant, » annonça-t-elle. « Maman aime les choses brillantes. Elle regarde toujours les vitrines des bijouteries, mais elle n'entre jamais. Alors, c'est bien. C'est parfait. » Vincent se tenait dans le coin, regardant son patron, l'homme le plus craint de la côte Est, demander l'approbation d'un enfant pour une bague de fiançailles. Il se pinça pour s'assurer qu'il ne rêvait pas. « Madame Hayes, » continua Dominique, « j'ai besoin que le jardin soit préparé. Lumière, fleurs, lampes chauffantes, pour qu'Isabella n'ait pas froid. En décembre, monsieur, je vais faire installer une tente chauffante, faire venir des roses d'Équateur. » Quoi qu'il en coûte, le visage sévère de Madame Hayes s'adoucit en quelque chose de presque tendre. « Considérez que c'est fait. » « Et le chemin, » intervint Sophia. « Je veux mettre des bougies sur le chemin, comme dans les films de princesses. »« Des bougies sur le chemin, » répéta Dominique à Madame Hayes, qui acquiesça. Vincent s'éclaircit la gorge. « Patron, avez-vous besoin de dispositions de sécurité pour une demande en mariage dans mon propre jardin? Je veux juste être sûr. » « Pas de garde, Vincent. Pas d'armes. Pas d'affaires. » La voix de Dominique était ferme, mais douce. « Cette nuit est consacrée à la famille. Rien d'autre. » Vincent cligna des yeux 2 fois, puis hocha lentement la tête. Ce soir-là, Sophia trouva Dominique dans son bureau, fixant le dessin encadré sur son mur, celui qu'elle avait fait des semaines plus tôt, montrant leur famille se tenant la main. Oncle Dom, il se retourna. « Oui, trésor. » Sophia s'avança vers lui. Monsieur Buttons serré dans ses bras. Elle avait l'air inhabituellement sérieuse. « Je veux que vous ayez ceci. » Elle lui tendit l'ours en peluche. Dominique fronça les sourcils. « Sophia, je ne peux pas prendre Monsieur Buttons. Il est à toi. Il était à moi. Mais maintenant il va être à vous pour demain soir. » Elle plaça l'ours usé dans ses mains.
Monsieur Buttons vous a amené à nous. Il m'a protégé quand je vous ai appelé cette nuit-là. Il apporte de la chance. » Dominique regarda l'ours déguenillé, un œil manquant, le rembourrage s'échappant, la fourrure élimée par des années d'amour. « Si vous l'avez quand vous demandez à maman, » continua Sophia. « Elle dira forcément oui. » Sa gorge se serra. Il y a 3 semaines, il avait reçu l'appel d'un enfant terrifié dans un appartement glacial. Maintenant, ce même enfant lui donnait sa possession la plus précieuse pour bénir sa demande. « Merci, Sophia, » parvint-il à dire. « Je vais le garder précieusement. » « Je sais. » Elle entoura sa taille de ses bras. « Parce que vous protégez tout le monde. C'est ce que font les papas. » Dominique lui rendit son étreinte. L'ours en peluche pressé entre eux. Demain soir, tout allait changer. Le jardin serait transformé. La bague serait prête. Le discours qu'il avait répété 100 fois serait enfin prononcé. Mais à cet instant, tenant cette petite fille qu'il avait appelée hors de l'obscurité, Dominique réalisa la chose la plus importante. Il n'allait pas seulement gagner une femme demain. Il allait gagner une fille. Et c'était le plus grand de tous les cadeaux. Le réveillon de Noël arriva enveloppé de magie. La neige tombait doucement sur Long Island. Chaque flocon attrapait la lumière d'un millier de guirlandes scintillantes, suspendues dans le jardin. La tente chauffante brillait comme une lanterne contre l'obscurité de décembre. Des pétales de roses rouges et blancs tapissaient le chemin de pierre, leur parfum se mêlant à l'air vif de l'hiver. À l'intérieur du manoir, Isabella se tenait devant son miroir de chambre, confuse. Madame Hayes avait insisté pour qu'elle porte la robe émeraude qui était mystérieusement apparue dans son placard ce matin-là. Sophia lui avait brossé les cheveux avec un soin inhabituel, ricanant de secrets qu'elle refusait de partager. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Isabella pour la 10e fois. « C'est le réveillon de Noël, maman. On fête dans le jardin en décembre. » Sophia se contenta de sourire et prit la main de sa mère. Elles descendirent les escaliers pour trouver Dominique attendant à la porte arrière. Il portait un costume noir qui faisait briller ses yeux gris comme de l'argent. Et dans sa poche, bien qu'Isabella ne pût le voir, se trouvait un ours en peluche usé, nommé Monsieur Buttons. « Tu es magnifique, » dit-il doucement. Isabella rougit. « Est-ce que quelqu'un va enfin me dire « fais-moi confiance » ?» Il lui offrit son bras. « Viens. » Les portes du jardin s'ouvrirent, et Isabella eut le souffle coupé. Le paysage hivernal merveilleux devant elle semblait tiré d'un rêve. Des bougies bordaient le sentier, leurs flammes dansant dans des photophores de verre. Des guirlandes serpentaient dans les branches nues, créant un plafond d'étoiles. Un quatuor à cordes jouait doucement d'un endroit qu'elle ne voyait pas. « Tom, c'est quoi tout ça ?» Mais Sophia s'était déjà libérée, courant devant avec un panier qu'Isabella n'avait pas remarqué. « Je suis la demoiselle d'honneur », annonça Sophia, éparpillant des pétales de rose en gambadant sur le chemin illuminé. « Viens, maman. Suis-moi. » Isabella regarda Dominique, des larmes se formant déjà. « Qu'est-ce qui se passe ? » « Marche avec moi, » murmura-t-il. « S'il te plaît. » Ils suivirent Sophia à travers le jardin de lumière. Chaque pas révélait plus de beauté, plus de bougies, plus de fleurs, plus de magie. La neige tombait autour d'eux comme la propre bénédiction de la nature, captant la lumière et transformant le monde en paillettes. Au bout du chemin, sous une arche tissée de roses blanches, Sophia s'arrêta. Elle se tourna vers eux, son sourire plus éclatant que toutes les lumières réunies. « C'est ici l'endroit, » annonça-t-elle avec importance. « Juste ici. » Dominique guida Isabella sous l'arche. Le quatuor à cordes se tut, même la neige semblait s'arrêter. Alors, Dominique Castellano, l'homme le plus puissant de la côte Est, posa un genou à terre. La main d'Isabella vola vers sa bouche. « Il y a 3 semaines, » commença-t-il, sa voix stable malgré l'émotion qui l'envahissait. J'ai décroché mon téléphone pour envoyer une femme de ménage que je pensais paresseuse. J'étais froid, vide,
convaincu de n'avoir besoin de personne. Il plongea sa main dans sa poche et sortit une boîte de velours. Au lieu d'une servante, j'ai trouvé une petite fille pleurant à l'aide. Elle m'a mené à un appartement glacial, à une mère qui avait tout donné pour son enfant. Elle m'a mené à vous. Il ouvrit la boîte. Le diamant attrapa la lueur des bougies, flamboyant comme une étoile captive. Isabella Martinez, vous n'avez pas seulement sauvé ma vie quand vous avez pris cette balle. Vous avez sauvé mon âme quand vous m'avez montré ce que signifie vraiment l'amour. Vous m'avez appris que la famille n'est pas une question de sang. C'est une question de choix. Et je vous choisis toutes les deux. Il regarda Sofia, puis revint vers Isabella. Voulez-vous me laisser être votre mari? Voulez-vous me laisser être le père de Sofia? Voulez-vous me faire l'honneur de passer le reste de ma vie à vous rendre heureuses toutes les deux? Des larmes coulèrent sur le visage d'Isabella. Elle ne pouvait plus parler, ne pouvait plus respirer. « Maman », chuchota Sofia d'un ton pressant. « Tu dois dire quelque chose. » Isabella rit à travers ses larmes, un son de joie pure. « Oui », souffla-t-elle. « Oui, oui, 1000 fois. Oui. »« Maman a dit oui », hurla Sofia, sautant de joie. « Elle a dit oui. Je l'ai entendu. Monsieur Buttons, elle a dit oui. » Dominique glissa la bague au doigt tremblant d'Isabella. Elle allait parfaitement, comme si elle avait été faite pour elle depuis toujours. Puis, il se releva et l'embrassa. La neige tombait autour d'eux. Les bougies vacillaient. Le quatuor à cordes recommença à jouer quelque chose de doux et de sucré. Une mélodie pour les nouveaux départs. Quand ils se séparèrent enfin, Sofia se jeta sur eux deux, entourant leurs jambes de ses petits bras. « On est une vraie famille maintenant, » dit-elle, levant vers eux des yeux brillants. « Une vraie famille. » Dominique la souleva dans ses bras, serrant Isabella de l'autre. « Oui, nous le sommes, » dit-il, la voix épaisse. Pour toujours, Sofia pressa son visage contre son épaule. Puis, si doucement qu'il faillit ne pas l'entendre, elle murmura les mots qui le complétèrent. « Je t'aime, papa. » Le cœur de Dominique s'arrêta, puis se gonfla, puis déborda. « Je t'aime aussi, trésor. » Parvint-il à dire plus que tu ne le sauras jamais. Isabella les entoura tous les deux de ses bras, son épaule blessée oubliée, son passé oublié, tout oublié, sauf ce moment parfait. 3 personnes se tenaient dans un jardin de lumière et de neige. Un homme qui avait appris à ressentir à nouveau. Une femme qui avait vu sa force récompensée. Un enfant qui avait souhaité un père et en avait reçu un. Une famille imparfaite, inattendue, mais absolument réelle. Et quelque part dans la poche de Dominique, un ours en peluche usé nommé Monsieur Buttons semblait sourire. Chers amis qui avez voyagé avec nous à travers cette histoire, parfois, les anges apparaissent sous les formes les plus inattendues. Pas avec des ailes et des auréoles, mais avec de petites mains agrippant un téléphone. Pas avec un pouvoir divin, mais avec une voix tremblante demandant de l'aide. Une petite fille de 6 ans, seule dans un appartement glacial, a passé un appel désespéré et a changé 3 vies pour toujours. Cette histoire nous rappelle que l'amour peut fleurir dans les endroits les plus sombres, que la force ne consiste pas à ne jamais tomber. Elle consiste à se relever chaque fois que nous tombons, que la famille n'est pas définie par le sang, mais par les choix que nous faisons et les personnes que nous choisissons de protéger. Isabella nous a appris que l'amour d'une mère ne connaît pas de limites. Dominique nous a appris que même le cœur le plus froid peut apprendre à ressentir à nouveau. Et Sofia nous a appris que parfois, les voix les plus petites portent les plus grandes vérités. Et vous, chers spectateurs, avez-vous déjà reçu de l'aide d'une source inattendue? Avez-vous déjà été l'ange de quelqu'un sans le savoir? Nous aimerions entendre vos histoires, vos pensées, vos sentiments sur ce voyage que nous avons partagé ensemble. S'il vous plaît, laissez vos commentaires ci-dessous. Partagez avec nous du plus profond de votre cœur. Vos mots signifient tout pour nous. Si cette histoire a touché votre âme,
Pensez à vous abonner à notre chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour ne jamais manquer nos publications quotidiennes. Cliquez sur le bouton « J'aime » et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Ensemble, nous pouvons répandre ces histoires d'espoir aux 4 coins du monde. Merci de faire partie de notre famille. Nous vous souhaitons une bonne santé, du bonheur dans votre vie quotidienne et la paix dans votre cœur. Puissiez-vous toujours trouver la lumière dans l'obscurité et puissent vos propres anges apparaître quand vous en avez le plus besoin. Au revoir pour le moment, chers amis. Nous vous verrons dans la prochaine.